presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2026. Bonne année à tous et bonne année mon chichi. Bonne année mon Comanche. Comment ça va? Écoute, les premiers retards du retour. Alors, il n'y a plus de neige par contre. Non, il n'y en a plus. Ah, il n'y a plus de neige? Mais non, tout a fondu quand même. Voilà, oui, une demi-heure de retard. Du coup ça glisse. Une demi-heure de trajet, une demi-heure de retard, c'est pas mal. Bon, bonne année mon chichi, je te souhaite le meilleur pour cette année. Encore du lourd à venir de ton côté, c'est ça? Beaucoup de taf, année très 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 chargée, ouais, clairement. Et justement, avec nos deux invités, on va parler de cette nouvelle année puisque le thème de l'émission sera comment bien préparer son année. Et on s'est entouré des meilleurs. Ah bah non, ils étaient pas dit. Ah merde. On a ramené deux merde. Alexis Gillot, Alexis est avec nous. Salut Alexis. Salut. Ça fait presque un an. À un mois et demi près, je crois que tu étais venu aux alentours du 28 février. Il faisait un peu plus beau, c'est tout ce que je me souviens. Mais c'est tout ce que je me souviens. Ouais. Non, mais de la météo pour la période, etc. Non. Et le mec, il a... Non. Et à côté de toi, Valentin Burduche. C'est ça. Salut à tous. Valentin est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, Valentin. Puisque merci pour l'invitation. On va parler mental avec Alexis et avec toi, on va parler nutrition. Ouais, il paraît. Et on est très content parce que c'est la première fois qu'on a un nutritionniste. C'est la première fois qu'on a un nutritionniste et d'habitude on en parle sans savoir ce qu'on dit. Et là, tu vas pouvoir un petit peu remettre un petit peu de sérieux là-dedans. Diététicien, tu pourras nous dire les gars, non. C'est important. Écoute, commence pas. Non, même lui, il va commence pas à l'insulter. Nutritionniste, c'est vous. Nutritionniste. Très beau le mépris pour les nutritionnistes. Non. Si. Je méprise aussi les nutritionnistes. C'est les diététiciens. Voilà. C'est vrai. Imagine un nutritionniste qui joue à MTT. Non, pardon. Alors là, le cauchemar. Non, je peux plus faire ces vannes non plus. Encore, je pense, ça va. On peut encore les faire. Ça passe. On les faire. Très beau Woody Rilbala. Ouais, merci beaucoup. Alors que lui, il est venu avec un truc là, il n'a pas du tout compris le principe. Il a pas compris le thème. Non, c'est vrai. Il marque beaucoup de points. D'ailleurs, on va parler qu'avec lui. Merci beaucoup d'être. C'est déjà notre préféré, c'est sûr. Bon, non, on va parler de voilà, le thème de l'émission, ça va être comment préparer son année. Et ma première question à vous deux, c'est pourquoi préparer son année? Pourquoi faire? Est-ce que c'est si important que ça de se faire des plans, de se faire des objectifs, tout ça? Et c'est le coach mental qui va répondre en premier. Il n'est pas content déjà. Il n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est une question un peu piège parce que je pense que c'est pas obligatoire pour autant de le faire, quoi. Je pense qu'il y a des gars qui performent très très bien sans préparer forcément leur année. Mais disons que dans 80% des cas, je pense que c'est mieux de le faire, d'essayer déjà de faire une synthèse dans un premier temps. Quoi de mieux pour préparer 2026, cliché, mais de débriefer clairement 2025, mais bien le faire avec les bons outils, les bonnes choses. Et je pense que sans se projeter, c'est pas une question de se planifier, de dire forcément je sais pas, c'est sûr, mes objectifs cette année, ce sera forcément ça, mais au moins avoir une forme de guideline et voir où on se dirige un petit peu. Ça aide, ensuite on en reparlera pour fixer des bons objectifs et tout. Donc je pense que c'est bien de le faire. Question, parce qu'on est vraiment dans le thème, parce que c'est la rentrée et les objectifs, c'est aussi les résolutions, tout ça. Ouais. Et on sait que 90% ne les tiennent pas, moi y compris, plein de trucs aussi que je tiens pas. Franchement, l'année dernière, je suis content de moi. C'est vrai? Ah, vraiment, je suis content de moi. Ah, les 5 minutes de pompes, là, les pompes en sortant de la douche. Je fais sport. Ouais, ça, j'ai ma routine. 16 pompes en sortant de la douche. Mon espagnol. Plus, du coup. Je me touche plus. Attends, je dis tous mes trucs comme ça. 5 minutes d'espagnol tous les jours. Okay. Ça, je l'ai tenu, j'ai pas loupé une seule journée. C'est vrai. Trop bien. Qui aurait-ce? Voilà, c'est terminé. Et après, mes drills tous les jours. Ça, pour le coup, je m'y suis tenu. Et lire. Tu vois, lire, par contre, je suis content de moi, mais j'ai raté. Okay. Parce que je devais lire tous les jours 10 pages. Je sais toujours pas lire. Non, j'ai pas appris. Non, mais je devais lire tous les jours 10 pages. Et à un moment, j'ai raté, j'ai pas lu 10 pages, mais j'ai lu 12 bouquins dans l'année. Trop bien. Alors qu'à la base, j'en lisais un. C'est pas mal. Donc je suis quand même content. Est-ce que tu sais pourquoi t'as fail? Genre, qu'est-ce qui a fait que t'as give up? Ouais, je sais pourquoi j'ai fail à des moments. J'ai beaucoup fail en voyage. Ok. Où j'ai clairement éclaté ma routine. Et après, j'ai arrêté mes petits trucs de poser le bouquin sur l'oreiller et tout ça. Tu vois. Okay. Alors là, je l'ai repris. Okay. Mais voilà.
on va essayer de tenir. Bref, écoute, le but c'était pas de parler de moi, mais on va parler de bouquins, on parlera plein de plein de choses. Non, mais pour revenir sur les résolutions justement, est-ce qu'il y a des tips, des routes, des mécaniques, des trucs à faire pour peut-être déjà se mettre moins de pression? Si j'ai l'impression que souvent on se met trop de pression et on est trop gourmand, quoi. Moi, je pense que, enfin, il y aurait tellement de choses à dire, mais travailler d'abord sur l'identité, ces fameux why, on appelle ça comme on veut, mais juste comprendre pourquoi on fait les choses avant de se dire, ok, ma résolution c'est ça. Il y a plein de gens qui vont dire, bon, on en parlera sur la nutrition ou quoi. Ouais, moi ma résolution c'est de, je sais pas, faire beaucoup plus de sport. Ok, mais genre pourquoi tu veux le faire? Est-ce que vraiment il y a une volonté de changement? Est-ce que machin, etc. J'ai l'impression juste que la sensation que j'ai quand je parle autour de moi des résolutions, c'est que les gens mettent des résolutions mais sans trop savoir pourquoi, ou sans y accorder une réelle valeur identitaire, entre guillemets. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça s'effondre, dans un premier temps. C'est qu'il n'y a pas de réelle volonté de changement, c'est juste un peu une mode de se dire « Ok, cette année, let's go ». Et le deuxième point, c'est juste qu'assez souvent, c'est mal fixé, je pense, qu'on se dit juste, ma résolution, admettons, c'est de reprendre le sport, et ça s'arrête là. Et du coup, le cerveau n'a pas d'intention claire, si ce n'est que de reprendre le sport. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on n'a pas de structure, on n'a pas machin, et je pense que juste ça ne peut pas tenir. C'est la raison pour laquelle ça échoue. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale en début d'année de « Allez, tu t'es mis quoi comme résolution, toi? Et toi, tu t'es mis quoi ?» Finalement, est-ce que c'est pas une obligation? On peut aussi ne pas se mettre des résolutions et continuer à vivre notre vie comme on l'entendait. Et en fait, parce que si c'est pour mettre des résolutions et pas les tenir, de toute façon, autant pas en mettre. Je sais pas si, je te laisserai rebondir après sur ça, hein, mais je sais pas si c'est une question de pression sociale, c'est juste un point de vue impersonnel là-dessus, il n'y a pas d'expertise ou quoi du tout. Mais je pense que c'est plus une mode, ouais. C'est très cool, puis c'est stimulant surtout, c'est ça qu'il faut voir. Et les gens confondent souvent aussi la stimulation et la réelle volonté. Tu vois, tes débuts d'année, en fait, tu as juste envie de faire table rase des échecs du passé, entre guillemets, et de se dire, ça y est, cette année, c'est mon année, c'est comme un nouveau départ dans lequel on est, ouais, let's go. Et en fait, ça, c'est juste de la stimulation. C'est-à-dire que c'est, allez, cliché, mais dopaminergique. C'est juste, oh, let's go, c'est parti, etc. Mais ouais, moi, après, il n'y a plus rien qui se passe. C'est le piège de la motivation, un peu. C'est ouais, ça, on suit notre stimulation naturelle pour essayer de lancer quelque chose. Et ça peut être une bonne chose, attention, je ne critique pas, mais c'est effet de mode, donc sociétal, je ne sais pas si pression, mais sociétal, plus stimulation de la nouveauté, etc. Et encore une fois, si ce n'est pas cadré, ça ne fonctionnera généralement pas, quoi. Est-ce que toi, Valentin, tu t'étais fixé des résolutions cette année? Non. Je me fixe jamais de résolution parce que je les tiens tout simplement pas. Et j'ai l'impression, moi, c'est un petit peu ce que je bosse avec les gens que je suis, c'est qu'en fait, les résolutions, c'est de la motivation instantanée et tout, mais la motivation sur le long terme, à mon sens, c'est pas moi le coach mental, mais c'est pas un bon moteur. Enfin, c'est un moteur pour lancer les projets, mais ce qu'il faut pour tenir les projets dans le temps, c'est la routine. C'est l'habitude, la routine, parce que ça va demander beaucoup moins d'énergie à terme que la motivation. Et la motivation, ça va dépendre de beaucoup de facteurs extérieurs. On peut avoir des downs, des choses qui vont faire que c'est difficile d'entretenir cette motivation-là ou des choses personnelles, alors que quand c'est une routine, on ne se pose pas la question. Il faut le faire ou pas le faire, on le fait par automatisme. C'est ce que disait Chichi sur sa lecture ou se faire... Voilà, c'est en fait, c'est un peu plus ancré. C'est ça. Moi, ce qui marche, c'est d'avoir un point d'ancrage. Genre, tu vois, les pompes, je l'associe à la douche, tu vois. Des trucs un peu comme ça. Ça marche vraiment bien avec moi. Parce que les trucs où... Moi, tu sais, je coche tous mes trucs à la fin de la journée. Trop bien. Ça, c'est quoi, Everyday, là, il y a pas mal d'apps qui font. Ouais, je sais plus, c'est une app vraiment basique, hein, juste tu coches des croix, quoi. Et ça marche bien, mais c'est vrai que au début d'année, quand les fois où j'étais un peu à la bourre et tout, j'allais vraiment les faire. En cours d'année, il y a des moments où je me sens... Tu sais, au début, tu sens comme une merde. T'as pas mis ta croix. Ah putain, j'ai pas mis ma croix. Ouais, au milieu de l'année, t'es en mode... Ouais, c'est pas grave. C'est moins grave, quoi. Et ça, faut que je le tienne plus. Valentin, alors juste pour faire un rapide point sur toi, on rigolait entre diététicien et nutritionniste. Oui. Alors, pour les néophytes, c'est quoi la différence? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, diététicien, c'est une appellation qui est protégée par l'État, entre guillemets. C'est-à-dire que pour être diététicien, il faut un diplôme, que ce soit par le biais d'un BTS ou d'un BUT. Maintenant, c'est un bachelor. À mon époque, c'était un diététicien. Enfin, à mon époque. Je ne l'ai pas fait il y a 20 ans, mais ça a changé entre-temps. J'ai 26 ans. À mon époque, les mecs de 26 ans, oui, mais à mon époque, ça a changé il y a 3 ou 4 ans. Et nous,
on va dire, je suis tentant. On a connu les francs. J'ai connu les francs aussi. J'ai connu les francs. Je les utilisais pas, mais je les ai connus en tout cas. Et donc, diététicien, c'est vraiment protégé par un diplôme officiel, alors que nutritionniste, il suffit d'avoir n'importe quelle formation. C'est-à-dire que toi, Chichi, demain, tu fais une formation d'1 semaine en nutrition, tu peux demain t'installer et mettre une plaque nutritionniste. Personne ne viendra t'embêter. 1 semaine ? Même 48 heures. Même 48 heures, c'est comme homéopathe. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est que, étant donné... C'est comme naturopathe, c'est tous ces trucs. C'est ça, c'est que c'est des titres qui n'ont aucune valeur parce que tout le monde peut l'être du jour au lendemain avec n'importe quelle formation. Il peut y avoir des bons nutritionnistes quand même, rassure-moi. Tout comme des mauvais diététiciens. Comme des mauvais diététiciens. Pourquoi tu te montres Oh, le mec, il a besoin de coaching mental. Non, mais voilà, c'est-à-dire que s'il y a un mec qui nous écoute, qui est nutritionniste, qui est en train de pleurer, qu'on le rassure. Alors, oui, bien sûr, il y a des bons nutritionnistes comme des mauvais diététiciens. De toute manière, par définition, un diététicien est forcément diététicien nutritionniste. Et il y a les médecins aussi qui sont médecins nutritionnistes. C'est les deux seules personnes où... qui peuvent être dangereux aussi au passage. Pardon ? Qui peuvent être dangereux sur l'aspect nutrition. Oui, aussi, ouais, exact. Ça, c'est vrai. Mais les deux appellations-là, il y a forcément nutritionniste, mais ce qui est suspect, c'est quand nutritionniste est seul. Quand il n'y a pas avant ou diététicien ou médecin. Voilà, d'accord. Alors toi, en tant que diététicien, en quoi ça consiste exactement ? Pourquoi on vient te voir et qu'est-ce que tu apportes à tes patients ? Alors, il y a énormément de branches dans la diététique. Moi, personnellement, je suis spécialisé dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité. C'est-à-dire que les patients qui viennent me voir, c'est majoritairement pour perdre du poids et essentiellement pour des raisons de santé. Je travaille en fait beaucoup avec les médecins, avec des cardiologues, des chirurgiens orthopédiques, ce genre de choses. Et le but, c'est qu'il y ait une perte de poids pour une opération, pour faire diminuer le cholestérol sanguin, l'hypertension artérielle, ce genre de choses. Donc moi, ils viennent surtout me voir pour une perte de poids à visée thérapeutique. Mais en général, quand on... Enfin, je me pose la question, mais quand on va voir un diététicien, j'imagine que dans la majorité des cas, c'est les gens qui veulent perdre du poids, non ? Dans la majorité des cas, oui, mais il y a énormément de cas où le diététicien ne va pas servir à perdre du poids. Par exemple, peu de gens le savent, mais c'est très dur pour quelqu'un qui est trop maigre de grossir. Ouais. C'est très très dur et c'est presque plus dur que de perdre du poids. J'ai connu ça. Donc, m'en parle pas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont voir des diététiciens ou diététiciennes libérales pour prendre du poids. Et ça peut paraître fou, mais pourtant, c'est bien le cas. Et c'est un gros complexe, ça aussi. Parce très... que une personne en surpoids qui veut perdre, ça paraît normal. Ouais. Mais une personne fine, on dit ça va, t'es fin, t'as de la chance et tout ça. Et tu peux vraiment mal le prendre, quoi. Ah, mais totalement. Totalement. Ouais, donc, Et il y a aussi tout ce qui va être médecine, mais lié à la performance, genre les sportifs et tout ça, tout à fait, qui vont avoir des régimes spéciaux. Exactement. On en parlait un petit peu avant. C'est vers quoi j'aimerais me diriger par la suite. Okay. Mais par exemple, chez un sportif, le but, c'est pas du tout de lui faire perdre du poids. C'est d'améliorer ses performances. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que la perte de poids a un côté peut-être un petit peu plus rébarbatif. Là où, chez les sportifs, si c'est un marathonien, si c'est un powerlifter, si c'est un joueur de tennis, ça va pas du tout être la même approche. Et donc, c'est hyper diversifié. C'est parfait puisqu'on va parler de nos sportifs de haut niveau préférés, qui sont les joueurs de poker, qu'on peut assimiler à des sportifs de haut niveau. Tout à fait. Question, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle du corps et de la relation entre le corps et l'esprit, c'est le deuxième cerveau. Ouais, le microbiote intestinal. Le microbiote, c'est... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Alors c'est quoi ? C'est l'intestin, c'est le deuxième cerveau ? C'est un bouquin qui a fait un best-seller, le deuxième cerveau. Exactement, je ne sais plus, l'intestin, notre deuxième cerveau, quelque chose comme ça. Oui, exactement, je l'avais lu, mais je ne me souviens plus exactement. Ce n'est pas l'intestin lui-même, c'est les bactéries qu'on a dans notre intestin. Donc en fait, c'est des centaines de milliards de bactéries. Il y en a beaucoup, ça pèse 2 kilos quand même en moyenne dans notre corps. Ouais. Et on vit en fait en symbiose avec elles. C'est-à-dire que ces bactéries, pour survivre, elles ont besoin de nous. On est leur hôte. Et nous, on a besoin d'elles. Parce que ces bactéries-là, elles vont jouer sur notre transit, mais aussi notre système immunitaire, la digestion, la dépression. Il y a des liens entre dépression et microbiote intestinal. Il y a même des études qui sortent là sur Alzheimer. Enfin, c'est assez dingue à quel point selon comment notre flore est enrichie ou déséquilibrée, ça peut avoir un impact sur notre santé globale. Alors, donc ça veut dire qu'il y a il se passe quoi ? Il y a une relation entre le cerveau et l'intestin. Il y a un axe intestin-cerveau. Ils appellent ça l'axe intestin-cerveau, et donc les deux communiquent. Alors, j'ai pas en tête là tous les procédés, c'est par des réactions chimiques, ce genre de choses, mais il y a vraiment un lien très très étroit. Et donc on va faire le lien avec le mental, c'est-à-dire que donc prendre soin de son alimentation a un lien direct
sur sa performance. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont influencer positivement ou négativement le microbiote. Par exemple, les sucres raffinés vont détruire les bonnes bactéries, ce qu'on appelle les probiotiques, et vont plutôt favoriser la prolifération des mauvaises bactéries. Alors, qu'est-ce que Elle s'appelle comment, le les sucre raffiné? Les sucres raffinés, c'est tout ce qui va être fast-food, tout ce qui va être le sirop de fructose, les glucoses qu'on trouve dans les sodas, dans les jus de fruits, ce genre de Tous choses. les additifs, en gros. C'est ça, exactement. Les Tout ce sucres qu'on rajoute en rapides, plus. les sucres rapides, non, il n'y a pas de non, pas Les- vraiment alors, sucre rapide. Les sucres rapides, ça dépend parce qu'il y a des sucres rapides. Beaucoup d'aliments transformés ont des sucres. Voilà, en fait, pour résumer, c'est des aliments ultra transformés. Sauf le Nutella, par exemple. Le Nutella est excellent pour le microbiote. C'est de l'huile de palme, c'est naturel. D'accord pour dire que même les pâtes blanches, notamment les cuissons rapides, etc., sont quasiment des sucres. Ça va être des sucres rapides si c'est vraiment cuit, effectivement, si c'est cuit pas al dente, mais trop cuit. Mais ça va pas forcément agir négativement sur le microbiote. Ça va plus agir sur la. Attends, il y a eu quelque chose de super. Attends, La si c'est cuisson. trop cuit, Ouais, en fait, ça plus- augmente l'indice glycémique, c'est exactement. ça. Plus Mais les pâtes sont cuites, plus les sucres lents se transforment entre guillemets en sucre rapide. C'est plus compliqué que ça, mais je résume. Et donc, il vaut mieux manger ces pâtes al dente. pareil pour Je le les riz, fais non tellement tout le temps trop cuire. Et à noter aussi quand même tu me confirmeras ou pas, hein, mais qu'une pâte blanche, l'indice glycémique est beaucoup plus élevé qu'une pâte semi-complète, ou Exactement, complète, etc. On Exactement. essaye normalement de privilégier plutôt au moins du semi-complet, Ouais, mais parce que le complet, c'est moins bon. Semi-complet, ça va. Complet, Ouais, c'est pas ouf, mais Alors, semi-complet, ça va. Ouais, parce que moi, à un moment, je m'étais mis aux pâtes complètes. Ouais, complet, ça c'est- va. Tu sais, pas tu une t'en fais, et erreur. puis tu sais, tu fais goûter à ta meuf et tout, elle te l'envoie à la gueule. C'est C'est une habitude. Ça, c'est ça, Ouais, c'est une habitude. c'est vrai que c'est la difficulté de quand tu t'intéresses un petit peu à la nutrition, que tu te mets un peu à la cuisine et que tu essayes, mine de rien, la bouffe, c'est du plaisir avant tout. Ouais. Et autant le sport, tu peux réussir des fois à trouver du plaisir, autant si tu passes de je me fais kiffer sur la bouffe et là, tu as cette sensation d'être restreint. Comment on fait justement pour adapter et quand même conserver, tu vois, une petite notion de plaisir dans... On va voir un diététicien nutritionniste. Non, c'est là en fait une partie de notre travail, c'est justement de concilier les deux. Parce que c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est que pour tenir les choses, il faut que ça devienne un petit peu des routines. Or, si on prend aucun plaisir à manger ce qu'on a dans l'assiette, ça va tenir un temps parce qu'on a des objectifs, tout, mais on ne pourra pas le tenir ad vitam aeternam. Donc, c'est tout à fait possible de concilier les deux et de, par exemple, beaucoup jouer sur le visuel ou l'odeur, mettre beaucoup d'épices, des choses comme ça. Ça va rendre un plat assez basique tout de suite beaucoup plus attrayant, appétissant. Et c'est prouvé que le visuel joue, par exemple, sur le goût. Un plat qui est beau va être meilleur au goût. Donc, en fait, c'est jouer sur plein de petites choses comme ça qui vont permettre, en fait, d'embellir le plat sans pour autant rajouter de calories. Donc, les je pense oignons. qu'il y a une réassociation à faire aussi entre la nourriture et le plaisir de manière générale. Ce qui est plaisant, entre guillemets, pour toi à l'instant T, peut le devenir de la même manière dans 3 mois. Typiquement, on a donc, au niveau des neurones des papilles, on a une régénération qui est assez rapide. En 2-3 semaines, par exemple, la captation, notamment au niveau du sucre, est différente. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire elles ont arrêté le sucre, qui vont manger un truc hyper sucré un mois plus tard et qui vont te dire c'est hyper sucré. C'est comme et là tu es là en mode arrête arrête tes conneries Nathalie et machin, tu vois, mais c'est réel, tu vois. Donc je pense que l'association du plaisir, ce qui est très plaisant pour toi, peut vite changer dans le temps. On l'a tous expérimenté, où en fait un poulet riz, évidemment, ça n'a rien d'être très drastique en mode poulet d'Inde sans sauce. Non, ça n'a pas de sens. Pour la majorité des gens qui ne veulent pas atteindre 10% de masse grasse ou qui ont des objectifs très spécifiques, tu peux mettre un peu de ketchup dans ton riz, un peu de trucs, ça ne va rien changer, on en reparlera. Et en fait, un plat, à l'heure actuelle, si tu manges que des trucs ultra transformés, gras, plein de sucre, etc., évidemment que ça te paraît horrible. Mais au fur et à mesure, dans le temps, ce qu'il faut bien considérer, c'est que ta perception du plaisir ne sera pas la même si tu t'habitues à un plat qui est différent, et tu vas vraiment kiffer très sincèrement ton poulet riz sans être dans un truc trop sec ou quoi. Voilà. Et par rapport à ce qu'Alexis dit, c'est comme ça se crée l'obésité en fait. C'est que on va manger des trucs gras et sucrés, et à force de les manger, on n'aura pas le même plaisir. En fait, le palais va s'habituer et tout. Et donc, on va avoir besoin toujours de doses de plus en plus importantes pour retrouver ce même plaisir. Et donc, c'est comme ça qu'on prend du poids, parce qu'on ingurgite toujours plus de calories. Parce que si on mange toujours la même chose, toujours la même quantité de sucre, il y a un moment, le corps s'y est habitué, le cerveau et les papilles sont habitués. Et donc, il faut augmenter. Du coup, la difficulté, quand tu es arrivé à un palier comme ça, de revenir à quelque chose de normal, ça doit être très, très c'est très difficile, ouais. C'est ce sur quoi je bosse principalement, c'est vraiment faire... moi, j'appelle ça une rupture comportementale. Je ne sais pas si le terme existe, mais je trouvais stylé non, il de n'existe dire pas comme d'ailleurs. ça. On vient de t'enlever ton diplôme. Mais c'est vraiment casser un peu cette dynamique-là. Alors, il peut y avoir un petit peu des effets de sevrage chez certaines personnes, mais ça marche très, très, très bien. Donc, Vas-y, Chichi. excuse-moi.
J'ai oublié ma question. Bah, vas-y, moi je vais. C'est bon, tu l'as ou pas? Vraiment un blanc. Ok, bah, moi je vais rebondir. Toi, Alex, est-ce que les joueurs qui viennent te voir te posent des questions sur la nutrition? Est-ce que c'est un axe qui les intéresse? Et est-ce qu'ils font un peu le pont entre ça parce qu'aujourd'hui, le coaching mental, c'est souvent un peu associé avec le bien-être, avec les routines, tout ça. Donc, la nutrition peut un peu rentrer dedans. En plus, je sais que toi, c'est un truc qui te passionne. Donc, est-ce que tu en parles avec les joueurs? J'en parle beaucoup, toujours dans la limite de mes compétences, évidemment. Mais en tout cas, c'est un axe majeur. La nutrition, le sommeil, le mouvement, activité sportive, mouvement également, plutôt le NEAT. C'est des choses sur lesquelles on va quand même beaucoup travailler parce que comme tu le sais, je pense, et j'aime bien le répéter de toute façon en interview ou quoi, je peux pas considérer le mental sans la physiologie. C'est juste impossible. C'est pas possible pour moi un coach mental qui juste te dit ouais, je sais pas, travaille sur ta motivation sans quoi que ce soit, sans considérer tout le reste, entre autres la nutrition, c'est une erreur, c'est sûr et certain. Donc maintenant, si je peux, encore une fois, dans l'ordre de mes compétences qui suffisent sans... J'ai évidemment pas les compétences d'un diététicien, mais qui suffisent en tout cas en pratique généralement à travailler avec les joueurs. Bah oui, on va travailler, on va le faire. Donc soit sur l'apport protéique, sur quoi manger à quel moment, sur machin. Là, il y a un mec avec qui je travaille qui est en gros surpoids pour le coup aussi. On essaye de mettre des choses en place qui me semblent très correctes. Si encore une fois après c'est trop poussé, j'hésite pas à renvoyer vers un spécialiste. Mais en tout cas, c'est un axe sur lequel j'essaie de beaucoup travailler et donc je suis en formation aussi à l'heure actuelle sur le plan diététique. Et t'as retrouvé ta question, ma question, c'est bon. Pardon. Ouais, non, en fait, c'était pour justement revenir sur les routines et associer à la nutrition. Parce que, bah, tu vois, les personnes, elles viennent te voir pour changer leur alimentation, mais je pense, et tu vas me dire si peut-être je me trompe, mais la plupart, c'est aussi des très mauvaises routines, parce que généralement, on mange mal quand on a la flemme. Ouais. C'est clairement, c'est des plats au micro-ondes, je commande Uber Eats, c'est tout ça. Et là, on est en plein Winamax Series. Je peux te dire que Uber Eats, ça tourne à plein régime chez tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi ce travail-là, tu vois, de dire aux gens, mais de leur, en gros, leur apprendre un peu à cuisiner et leur montrer qu'il n'y a pas besoin de temps aussi, forcément. Exactement. Et tu prends aussi beaucoup de plaisir quand tu as fait ton petit plat toi-même, tu vois, même si ça t'a pris 5-10 minutes, tu es plus fier que d'avoir commandé. Est-ce que ça, c'est un travail que tu fais aussi, ou peut-être avec d'autres Énormément. On appelle ça, nous, le côté psycho-comportemental, et ça va de toute manière avec la nutrition. Et quand les gens... J'aime beaucoup parce qu'au premier entretien, donc en général, moi, les premiers entretiens, c'est 2 heures, parce que je pose énormément de questions à la personne, à sa vie, tout ça, pour connaître sa vie dans la globalité. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais je cuisine pas, j'ai pas le temps ». Et je leur dis toujours un peu en rigolant, mais de manière assez sincère, c'est vous prenez pas le temps. C'est pas du tout pareil. C'est la même phrase que le sport d'ailleurs. J'ai pas le temps. Mais c'est exactement ça. Alors qu'en fait, c'est beaucoup une question d'organisation. Encore que tu prends des pâtes. Bon, bah, va falloir mettre de l'eau dans une casserole, attendre 5 minutes que ça bout, puis les mettre, attendre 10 minutes, les égoutter, machin, tout. Bah, honnêtement, faire, par exemple, des légumes surgelés, qui sont déjà découpés, machin, tout, mettre les épices, puis à côté, ou même au micro-ondes, il y a les boîtes de conserve, par exemple. Il y a énormément de conserves, d'haricots verts, de champignons, de machin. C'est littéralement 2 minutes au micro-ondes. Avec, ça peut être des tranches de blanc de poulet, de machin, de trucs. Ça prend littéralement 2 minutes. Et au moins, on a des protéines, on a des fibres. Alors, bien sûr, il faut essayer de faire des choses plus élaborées, mais quand on n'a pas le temps, justement, il existe beaucoup d'alternatives qui, en fait, sont beaucoup plus rapides que ou de se faire des pâtes, ou de commander Uber Eats, attendre que ça arrive, tout, ou même ne serait-ce que le temps qu'on rentre la carte bleue, machin, truc. C'est exactement pareil. Ouais, mais un bon boboon. Mais c'est important. De temps en temps, c'est important quand même d'avoir ça. Pour moi, c'est ce qui permet de tenir dans la durée. C'est d'avoir des moments où juste, on se prend pas la tête. Ça fait plaisir. Ouais, et exactement. Bien sûr. Exactement. Et moi, je voulais revenir, Alex, sur. Ça serait quoi un petit peu la problématique, dans la nutrition, que peuvent rencontrer la plupart des joueurs de poker? Waouh, c'est une question large. Tu veux dire sur le plan de la performance pure? Ouais, sur le plan de la performance. Est-ce que aussi le fait d'être assis toute la journée peut avoir une incidence sur... tu vois, est-ce qu'il faut moduler ce que tu manges parce que tu as une activité sédentaire Je pense déjà qu'il y a 2 considérations à avoir. L'aspect purement santé, longévité, et l'aspect performance. C'est-à-dire en quoi la nutrition, l'alimentation va avoir un impact sur ta performance cognitive. Dans le poker, c'est un peu l'idée. Si je devais répondre à ta question, comme je disais tout à l'heure, je pense que le plus important, de toute façon, que ce soit pour
Déjà, pas prendre trop de poids, de manière générale, qui est quand même un indicateur de bonne santé générale. Et derrière, même pour performer sur le plan cognitif, etc., ça va être, je reviens sur le NEAT, N-E-A-T, donc Non-Exercise Activity Thermodynamique. Et pas la serrure. Pardon, parce que moi je me suis dit tout à l'heure, il y a pastille bleue. Non, pastille rouge. Non, et en gros, ça, le NEAT, c'est donc, comme je disais en anglais, donc Non-Exercise Activity Thermodynamic, c'est l'activité physique sans sport, en gros, sans faire de sport. Et ça, c'est sous-estimé et c'est genre absolument fondamental et fondateur. J'ai l'impression qu'on en entend parler en permanence de l'augmentation du métabolisme. Pour toutes les personnes qui travaillent assises, l'augmentation des gens qui... Enfin, tu vois tous les mecs qui se mettent à avoir des bureaux assis debout, avoir les mais boules. C'est trop important. C'est encore sous-estimé et trop important parce que franchement, dans les mecs que j'ai en coaching, je pense qu'il y en a bien, pas surestimé, mais 60 à 70% qui sont vraiment trop sédentaires. Ça se calcule un peu le NEAT. Tu as même des scores qui sont plutôt bien faits. Et en fait, il n'y a pas du tout de mouvement, quoi. Donc, remettre ça en place, je pense que c'est vraiment trop important. Et mais ça, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre la sédentarité, sachant que on va faire, je sais pas, on est joueur de MTT, ça va pas bien notre vie parce qu'on fait des tournois. Déjà, tu vois. Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'en termes de gestion d'une journée, des horaires et tout, c'est les pires choses. Le MTT, c'est le plus compliqué. Le MTT, c'est pour bouffer. Tu vas avoir une session de 8 heures. Alors, tu t'y es pris à l'avance, tu as fait tes petits tupperwares, c'est cool. Mais sinon, en général, ça va être de la junk food. Tu es assis pendant 8 heures. Alors, tu as des pauses de 5 minutes toutes les heures, mais voilà, c'est quoi un petit peu les conseils, un petit peu, si on pouvait donner des petits tips pour ces pauvres personnes-là qui Non, mais c'est très basique. Mais alors déjà, point important, on peut être sportif et sédentaire. Ça, j'insiste là-dessus. Okay. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je suis pas sédentaire, ce qui font 2 séances de muscu et 3 runs par semaine, c'est très bien, évidemment, magnifique. Mais tu peux être sédentaire littéralement et avoir quasiment les mêmes problèmes de sédentarité qu'un mec qui ferait pas de sport. Bon, peut-être pas sur la santé cardiovasculaire et tout, mais en tout cas les problèmes de sédentarité peuvent être là. Et en fait, déjà les joueurs de MTT, je pense qu'ils sont pas si mal lotis, qu'ils commencent le soir et ils peuvent avoir plein de mouvements pendant la journée, etc. Et on va dire deux piliers. Pendant la journée, ils se lèvent à 14h. Ouais, c'est vrai. Il essaie de prêcher pour sa paroisse. Non, ils ne vont pas bien. Non, mais allez, pour être très concret, les 2 trucs majeurs, je pense, c'est d'avoir assez de mouvement dans la journée. Donc, on va avoir les recommandations de l'OMS à 8 000, 10 000 pas par jour, etc. Déjà, un mec qui fait 10 000 pas par jour, c'est très bien. Et le deuxième truc, c'est d'avoir du mouvement régulier aussi. Donc, pareil, recommandation OMS de base, c'est de ne pas rester assis ou dans la même position, en tout cas, plutôt qu'assis pendant plus d'1 heure dans l'idéal. Donc, déjà, un mec qui arrive à avoir minimum 10 000 pas par jour et qui met du mouvement régulier, donc toutes les heures dans la journée, toutes les 2 heures, mettons. Déjà là, en fait, il est clean. Il n'a pas à se faire chier. Et quand on parle de mouvement régulier, c'est juste aller marcher autour de ma cuisine. Mais même te lever, même changer de position. Moi, j'ai tous mes potes qui sont kinés, donc ça dépend encore une fois de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de performance cognitive, même sur la concentration, par exemple? On a des études très claires sur pas le body language, pardon, mais la position corporelle. Genre si t'es un peu comme une avachi, tu vas être moins concentré que... Exactement. Et pour la concentration, on a aussi besoin, aussi bien sur le plan physiologique que cognitif, on a besoin régulièrement de changer de position. Et c'est pour ça que les bureaux assis debout, c'est très bien. J'ai plus le nom là, mais les grosses balles pour s'asseoir. Les Swiss Ball. Swiss Ball, c'est très très bien. Donc ouais, joue assis pendant 1 heure, joue debout un autre truc, ou juste toutes les heures, par exemple, va faire des mouvements où tu vas comme ça, tu vas écarter, tu fais des squats si tu veux, mais mettez du mouvement toutes les heures. En gros, ta pause MTT, déjà, tu te lèves obligatoirement. Faut te lever, déjà, c'est obligatoire. Ça, c'est un énorme mythe. Les gens, ils pensent que... on a encore beaucoup ce truc de... Comme je me repose, comme c'est un break, mon repos doit être passif. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Encore une fois, que ce soit physique ou cognitif, si tu veux être bien à ta reprise, il faut mettre du mouvement. Je te dis pas d'aller te tuer, mais je dis d'avoir des pauses actives. Donc, de faire des squats, d'aller marcher 5 minutes. Si tu veux, de toute façon, tu vas être posé après. Donc, voilà. Mais mettez du mouvement pendant vos pauses. C'est important. Pour rester dans la prépa, parce que... je suis entièrement d'accord. Rester sur le MTT, les difficultés et les séries. Là, voilà, on a vu qu'il fallait être actif. Maintenant, voilà, moi, je suis joueur de MTT, donc je me réveille à 14h. Je prends mon petit-déj. Mais bon, je vais pas manger mon repas du soir à 17h, tu vois. Et en gros, je commence ma session à 19h. Après, j'ai un peu faim, mais j'ai que mes pauses de 5 minutes. Ouais. C'est quoi l'optimal, sachant que ça dure 2 semaines, tu vois, limite, ça dure ensemble, mais ça dure 2 semaines, je veux vraiment les jouer à fond. C'est quoi un petit peu l'optimal? Est-ce qu'il faut préparer ses plats à l'avance dans l'idéal? Est-ce que je peux quand même me faire un truc, un petit sandwich rapide? À quel moment aussi je dois manger pour
pas, tu vois, avoir la digestion pendant mon deep run ou ce genre de choses, quoi, toutes ces problématiques. Ouais, je pense que c'est une très bonne question parce que, mine de rien, la digestion, elle va être super importante. Déjà, souvent, on joue le soir, donc forcément, ça influence un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau hormonal, tout, c'est un petit peu, c'est pas la même chose. Mais si, par exemple, on mange trop lourd, derrière, toute l'énergie va être concentrée sur la digestion. Et la digestion, ça consomme beaucoup, beaucoup de calories. Et donc, le cerveau va, entre guillemets, être moins alimenté. Donc, si on a un plat qui est beaucoup trop riche, le problème, c'est que, ça peut être con, hein, mais on peut louper le spot, le machin, le truc, qui fait qu'au final, on va pas faire le deep run. Hein. Donc, la différence se fait vraiment sur des petits trucs. Je pense qu'en 5 minutes, on n'a clairement pas le temps de manger. Il faut idéalement prendre 15 à 20 minutes. Voilà, idéalement, hein, pas besoin d'y passer 2 heures. Donc, le mieux, ce serait d'anticiper. Ce serait vraiment dans l'après-midi, on se prépare un peu des trucs à l'avance. Alors, il y a même possibilité de faire des sandwichs très healthy. Hein. Un sandwich, c'est pas forcément de la malbouffe, hein, mais c'est d'anticiper. Et puis, on essaye, à une certaine pause, d'aller chercher ce qu'on s'est préparé et de quand même manger pendant la session, idéalement, parce que 5 minutes, ça va être trop court. Et puis, je conseille pas forcément de faire 5 minutes, puis on a hâte de manger, puis 1 heure après, on finit 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes. Donc, l'anticipation, à mon avis, sera le mieux. Alors, concrètement, pour entrer dans le cœur du sujet, quels aliments sont déconseillés et lesquels vont être plutôt conseillés pour pas que cette énergie de digestion soit trop importante, mais d'un autre côté, on a besoin d'énergie pour vivre. Ouais. Donc en fait, comment on fait pour la performance? Qu'est-ce que tu conseilles? Déjà, ça dépend si tu parles en dehors des sessions ou pendant les sessions. On va dire, par exemple, moi, Winamax Series. On va dire soit Winamax Series, même un grind quotidien où tu fais tu grindes pendant la journée, tu commences le matin, tu fais ton break le midi et tu reprends un peu l'après-midi. En général, tu as eu ta pause le midi, c'est toujours plus difficile l'après-midi de toute façon parce que tu as le poids toute ton énergie cognitive, elle a baissé par rapport au matin où tu es frais. Voilà, c'est quoi les petits tips? Pendant une session, moi, ce que je vais conseiller, c'est déjà d'éviter des aliments qui ont une trop forte densité calorique. Donc, ce qu'on appelle densité calorique, c'est des aliments où, pour 100 grammes, il y a énormément de calories. Par exemple, je dis n'importe quoi, les haricots verts, c'est 14 calories pour 100 grammes. C'est facile, c'est ce qui est bon. Voilà. Exactement. En général, c'est facile. Malheureusement, c'est un peu ça. Le mec qui a pris les haricots verts en premier. Non, mais alors que, par exemple, tu prends les noix, c'est 700 calories pour 100 grammes. Donc, c'est 3,5 kg d'haricots verts pour les mêmes calories. Donc, si on se tape 100 grammes de noix, le problème, c'est que derrière, la digestion, elle va être très, très lourde parce qu'il y a beaucoup de lipides, beaucoup de graisses, de choses comme ça. Donc, c'est plutôt de manger quelque chose d'assez léger, idéalement avec un peu de protéines et puis pas mal de fibres, de choses, beaucoup de légumes, des fruits, des choses comme ça. Mais tu vas pas prendre, par exemple, du riz? Si, c'est possible aussi parce que le riz, c'est pas le truc qui va avoir la plus grosse densité calorique non plus. Et puis, c'est quand même des glucides complexes, donc c'est ce qu'on appelle les sucres lents. Et donc, les glucides complexes, c'est bien parce que le cerveau, il carbure énormément aux glucides, donc il en faut. Mais on va éviter, par exemple, je sais pas, un dessert sucré, une pâtisserie, un truc comme ça. Parce que tout ce qui est bon, ça va être des glucides. Mais le problème, c'est que ça va être des glucides qui font monter très vite la glycémie. Mais derrière, coup de pompe, parce que hypoglycémie réactionnelle. Ça, j'ai jamais compris le fameux pic glycémique. C'est quand tu manges un truc très sucré, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as un pic glycémique et c'est quand ça redescend que ça te met le coup de pompe? En fait, la glycémie fonctionne d'une certaine manière, c'est que plus elle monte haut et vite, plus elle va descendre bas et rapidement. Et donc, tout ce qu'on appelle sucre rapide, pourquoi rapide? Parce qu'en fait, il faut monter très vite la glycémie. Le problème, c'est que derrière, ils vont la faire rechuter très très vite. C'est ton shot d'adrénaline. C'est un peu ça. C'est que sur le moment, c'est pour ça d'ailleurs que quand on est crevé, machin ou quoi, votre cerveau va avoir plus tendance à vous orienter vers des aliments qui sont très sucrés parce qu'il sait que ça va être une source d'énergie rapide. Voilà, exactement. Alors que donc les sucres lents, eux, font monter la glycémie moins haut et plus longtemps. Et donc derrière, ça redescend plus lentement et moins bas aussi. On n'a pas d'hypoglycémie derrière. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des glucides complexes. Voilà. Et par exemple, les fibres ralentissent aussi la digestion. Donc, c'est pour ça que les légumes et les fruits sont intéressants parce qu'ils vont faire que s'il y a un peu de sucre rapide, les fibres vont ralentir un peu tout ça. Et donc, ça évite que ça monte très, très haut. Finalement, il n'y a pas de miracle dans la performance. C'est comme dans la vie. En fait, finalement, il faut avoir la même alimentation. Non? C'est ça. En fait, souvent, une alimentation pour une performance,
c'est une alimentation équilibrée. Alors, ça va être un peu différent quand on approche des compétitions, des choses comme ça, parce qu'il faut faire des charges glucidiques, ce genre de choses, mais c'est un autre débat. Mais pour un joueur de poker, je pense qu'honnêtement, c'est juste manger, avoir l'alimentation la plus équilibrée possible. Moi, je conseillerais quand même aussi pas mal de sources, par exemple, d'oméga 3, de magnésium, des choses qui vont aider, en fait, les oméga 3 aident énormément sur le cerveau, améliorent la qualité du sommeil, ce genre de choses, la concentration. Donc ça va être des aliments qui sont très intéressants pour la performance cognitive, mentale. Le magnésium, pareil, va jouer sur la fatigue nerveuse, etc., etc. Mais sinon, c'est manger équilibré, en fait. Alors, j'ai retenu quand même un conseil que c'est quand même compliqué à tenir pour un joueur de poker. Il a dit, il ne faut pas faire de noix. Si, alors si. C'est vrai que c'est à nuancer. C'est juste, faut pas manger beaucoup d'aliments de ce type parce que derrière, la digestion va être lourde. Mais par exemple, en collation, je sais pas, il est minuit, 1h, la session s'éternise, on commence à avoir faim. Ouais. Bah là, pour le coup, une petite poignée d'amandes, de noix ou quoi, bah c'est top. Je trouve ça assez top, mais vraiment en toute petite quantité pour éviter que ça soit trop lourd, juste pour donner un peu une source d'énergie lente. Mais en petite quantité, c'est très intéressant. Est-ce que... Tiens, j'ai une question. Pour revenir sur... Tu veux changer de sujet ou... Non, je vais rester là-dessus, mais sur un petit truc perso, mais qui est pareil que beaucoup de joueurs font. Moi, c'est vrai que généralement, quand je grind, je mange léger avant, ou en live, pareil, très léger. Ouais. Et le truc, c'est par contre, quand j'ai fini ma session, j'ai la dalle. Et donc, en plus, quand on a fini, que ce soit MTT ou cash game, peu importe, t'as un peu ton adrénaline, tu peux pas aller te coucher tout de suite. Donc, généralement, je vais toujours bouffer, je mets un truc et après, je vais dormir. Mais donc, en gros, j'ai mangé vraiment pas longtemps avant d'aller me coucher. Est-ce que ça, vraiment, c'est cata ou c'est pas trop grave? Alors, tout dépend de ce que tu vas manger, mais de manière globale, c'est sûr que c'est mieux d'espacer la prise alimentaire du sommeil parce que, comme on le disait, la digestion, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de calories et donc c'est un processus qui est assez lourd. Donc, si tu vas aller dormir, mais que tu es encore en train de digérer, ça va perturber la qualité de ton sommeil. Tu dormiras moins bien parce que pendant que tu dors, ton corps est quand même occupé à faire autre chose. Or, quand tu dors, le corps se met un petit peu au ralenti. Et là, la digestion va être lourde, tout. Donc, c'est pas génial parce que tu risques de pas passer une bonne nuit. Et donc, ça va forcément, sur le long terme, altérer tes performances futures, quoi. Mais à noter que c'est une question de lourdeur des aliments. Par exemple, on a longtemps cru au mythe du problème des glucides avant de dormir et c'est pas validé du tout. Carrément. C'était quoi le mythe? C'était que si tu mangeais des glucides avant de dormir, ça va. Et ça peut potentiellement, avec l'énergie, empêcher la phase de sommeil, etc. Mais totalement faux. Donc c'est plus une question de charge, de calories. De calories. Et après, il y a un petit truc que tu disais qui est super intéressant, je trouve, c'est que je pense qu'on associe encore trop le fait de manger léger au fait d'avoir faim. Et c'est un mythe absolument populaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le macronutriment numéro 1 de la satiété, c'est la protéine. Ouais. C'est super important. Et tu peux manger 30 grammes et les fibres également. Tu peux manger juste 30 grammes de protéines, enfin, admettons, 200 grammes de poulet, blanc de poulet, avec des légumes, etc. Et avoir un sentiment de satiété qui est aussi fort que si tu mangeais un best-of Big Mac. Qu'on soit d'accord, ça n'a aucun lien. De toute façon, le McDo, on le sait très bien. Tu bouffes ton McDo, franchement, 1 heure après, t'as faim. Ouais, c'est ça. Il y a un délire avec ça, c'est que tu confirmeras, mais l'association dans l'absorption simultanée des glucides et des lipides crée un sentiment de satiété, de faim super élevé. C'est délirant, juste le combo lipides, glucides en même temps, tout ce qu'il y a dans un Big Mac, concrètement, crée un sentiment de faim très très fort à une échelle 1 heure c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport c'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup de produits ultra transformés en fait, donc c'est des sucres rapides et donc derrière ça fait sur le moment c'est plein de calories et tout, mais ça redescend aussi sec. Il vaut mieux avoir 350 calories de protéines, de sucre lent, de machin, plutôt que 1000 calories de sucre très rapide et de graisse. Je me rends pas compte, un menu best-of Big Mac, c'est combien de calories? En moyenne, alors on va dire, tu prends le combo frites, Coca, McFlurry. En moyenne, 1000 calories. 500 c'est ça, avec le dessert. 1500 avec le dessert. 1100 parce que là, on abuse avec le burger, les frites et puis le. Ok, donc 1000 calories et les recommandations sur une journée pour un homme de 70 kilos. C'est très variable. On voit sur les aliments, c'est valeur journalière moyenne 2500. Ils mettent 2000, mais en fait, une femme va plutôt être entre 1006 et 2000 et un homme, on va
plutôt être autour des 2005, quoi. Ça Mais dépend ça dépend beaucoup de facteurs, l'activité, l'activité sportive. ça dépend du poids, de la taille, de l'âge, D'accord. du sexe, du niveau d'activité Ouais, mais bon, physique. en gros, en ayant déjà fait un repas comme ça, t'as déjà pris la moitié. Plus de la moitié. Il y a des femmes qui, avec un menu McDo, ont leur apport journalier. Ouais, mais En ce qu'il un faut seul comprendre, menu, quoi. attention, c'est que tu n'as même pas les bons apports journaliers. Oui, en plus, t'as ton il y a apport pas de calorique, Oui, ouais. c'est ça. Mais c'est Il y a pas de ridicule parce qu'il y a vitamines, pas pas de de minéraux. vitamines. il y a C'est pas bon, de t'as fait les exact. sucres. T'as fait le sucre. C'est Ouais, ça. c'est Ouais, énorme. mais T'as sinon, dépassé le sucre C'est de bon. 4 fois la dose recommandée journalière et t'as Ouais. pas. En fait, c'est des calories genre vides. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle ça calories comme ça. vides, C'est que tu tout à fait. manges, mais en fait, t'as aucun apport. Ton corps a besoin clairement de vitamines, de minéraux, de protéines, d'une dose machin, etc. Cohérente journalière dans tous ces macros et micronutriments et minéraux. Et en fait, genre, tu peux avoir ton apport calorique normal, mais pas du tout avoir l'apport nécessaire et être en déficit sur tout. Et donc, des gens qui mangent mal tout le temps, en fait, ils créent des déficits ad vitam aeternam sur toutes les choses qui sont essentielles pour bien fonctionner. Quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour faire une parenthèse, il existe en fait énormément d'obèses dénutris, par exemple. Exactement. Il y a beaucoup de gens obèses Qu'est-ce que qui sont t'appelles dénutris. dénutris? Dénutris, c'est qui ont des carences, des choses comme ça, qui n'ont pas assez de masse musculaire. Bien sûr. Parce que en fait, ils se blindent de calories, mais de calories vides, de graisse, de sucre, et donc il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux. C'est Donc, ce que je dis c'est un souvent. mythe, hein, Le corps humain est quand même mal foutu. Ouais. Tu m'aurais mis le Big Mac avec les propriétés d'un chou de Bruxelles et des épinards. Tout le monde Eh, serait healthy. Ça serait quand même trop bien. C'est clair. Et pour revenir rapidement sur les oméga 3, au passage, sans lobbying ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut tous être supplémentés facilement en oméga 3. c'est ce que je dis à C'est tous mes un des patients. suppléments avec peut-être le magnésium, la vitamine D en hiver, etc. Il y en a 3-4 un peu évidents pour tout le monde. Ou de toute façon, on a des bonnes études sur le fait que 80% de la population occidentale est en carence en oméga 3. Ouais. Donc allez-y là-dessus parce que c'est difficile de l'avoir avec l'alimentation naturelle, les poissons qui ont des métaux lourds aussi maintenant. Enfin, c'est dur de s'y retrouver. Donc la complémentation en oméga 3, franchement, tout le monde peut le prendre. Et Ouais, moi, si je devais juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est quand même choisissez des bons produits. Si je dis pas de conneries, alors, voilà, c'est exactement, qu'en parce que oméga 3, les compléments alimentaires explosent depuis quelques années, mais tu as beaucoup de compléments alimentaires, ça te fait presque plus de mal que de bien, Ouais, tellement il y a de métaux lourds, tellement il y a de nanoparticules, de choses comme ça. Donc, notamment, je crois que c'est dans les oméga 3, il y avait les métaux lourds, parce c'est que les les métaux lourds, oméga parce 3 que proviennent des poissons. des gros poissons qui sont pêchés dans des eaux qui sont polluées, etc. Donc, et même faut aussi, faire je crois très que quand tu veux faire des choses à bas prix, cette petite pellicule qui entoure l'oméga 3 était Capsule, faite la capsule était faite avec des choses qui étaient du mauvaises, titane, ouais. des trucs, c'est assez Et impressionnant. après, parfois. vous allez sur des sites comme NutriPure ou quoi, c'est tout Exactement. safe à 2000. Ouais. Enfin, Et il y a- pareil faut pour mettre le magnésium. Si je dis, pareil, je suis néophyte complet, mais je crois que on conseille plus de prendre le bisglycinate, le bisglycinate, Voilà, le bisglycinate bisglycinate. plutôt que le magnésium marin. ouais. Exactement. Il est plus intéressant. Ouais. Et Tout à fait. oméga 3, pareil, faites gaffe au rapport EPA-DHA qui C'est est ça, super ouais. important. Et l'indice Totox aussi, qui Exactement. c'est Totox. l'indice de Totox. Détox. TOTOX. C'est un bon pseudo de joueur de Totox. poker. ça. Ouais, Totox, il a défoncé la Totox Poker, moi. à mort. Tiens, attends, j'ai une question qu'on n'a pas abordée, c'est l'hydratation. Ouais. Aussi, on en parle tout le temps, évidemment. Faut boire 1 litre, 1,5 litre par jour, etc. Ouais. Est-ce que, en gros, faut juste boire, mais il n'y a pas de conseil particulier, ou est-ce qu'il y a des horaires où c'est mieux? Est-ce que, par exemple, boire juste avant de dormir? Est-ce qu'il faut boire dès le réveil? Ou faut boire juste tout le temps et puis Non, pour moi, ce qui compte, c'est l'apport hydrique journalier. Après, le fait de boire le soir, ça va plus être chiant parce que tu vas te relever la nuit, donc ça coupe un peu le sommeil et tout. Mais grosso modo, une fois que à partir du moment où tu as ton apport hydrique journalier, ça n'a pas trop d'importance. Et d'ailleurs, tout compte. On dit des fois, faut pas boire de café, de thé, ça déshydrate. C'est pas vrai du tout. Hein. Le café, le thé, la tisane, c'est 99,99% d'eau, donc ça hydrate très 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 bien. Contrairement à l'alcool qui lui déshydrate. Mais toutes ces boissons. Oh, surtout, tu vas te calmer y a avec pas de tes souci. vieilles. C'est faux ça. Faut pas faire de noix, faut pas pêcher les gros poissons, faut pas boire d'alcool. Toute ma vie. C'est fun, t'as hein. le mec C'est il est en train fun. de nous écouter avec un bon verre de vin, un Big Mac. Putain, et il est nutritionniste. Et je peux t'inquiète, te dire que. il va Ouais, taper un série ce soir. Il a déjà fermé YouTube, là. Il a déjà fermé YouTube. je me Et suis arrêté. pendant la session, faut boire constamment, faut continuer de s'hydrater parce que le fait de consommer de l'énergie, ça déshydrate ou Alors, pas non, forcément. ça ne déshydrate pas forcément, mais c'est bien de boire régulièrement. Ouais, et de surtout pas attendre d'avoir soif. Parce que Exactement. quand on a soif, c'est qu'on est C'est déjà trop c'est qu'on tard. commence à être déshydraté. Alors, c'est pas trop tard, on n'est pas mort, hein, mais si on ressent la soif, c'est que on a loupé le. Ouais, on c'est le a cerveau loupé qu'on voit l'alerte. C'est ça, exactement. Et Donc, faut c'est boire quoi, sans soif. c'est quoi les recommandations journalières? Moi, je conseille entre 1,5 litre et 2 litres, mais ça va dépendre, par exemple, de l'enrichissement en protéines. Si on enrichit un peu plus en protéines, il faut boire un peu plus. Pas par pour rapport les aux reins. Exactement. Mais sinon, pour une personne lambda, 1,5 litre, 2 litres, c'est très bien. Les jours où il y a de l'activité physique, on rajoute un demi-litre supplémentaire. Mais
grosso modo 2 litres, si on simplifie. Et ça 2 peut litres. avoir. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la performance, ça, le fait Moi, d'être déshydraté, par exemple? Moi, honnêtement, je pense que oui. Ouais, je pense clairement que le fait d'être déshydraté, on a des problèmes de concentration, tout. Donc, ça Ça, c'est joue bien clairement. étudié, hein, la déshydratation sur les fonctions exécutives, les prises de décision, concentration, focus, prise de décision. Ouais, clairement. Et puis après, de toute façon, il y a des symptômes un peu pénibles, maux de tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est que. Non, La vision finalement, on peut online, vraiment. Quand tu grindes, tu le sens en direct, contre les écrans. Et tout. Ce qu'il a dit, c'est trop important. On peut attendre d'avoir la sensation de soif pour boire et prendre l'habitude. Il y a des petits tips qui sont quand même importants. Par exemple, des gens me disent ouais, j'y pense pas. En fait, de toute façon, il y a beaucoup de choses comportementales qui sont comme ça. J'y pense pas. Beaucoup d'habitudes qu'on ne fait pas parce qu'on n'y pense pas. Et c'est important, par exemple, je trouve un truc à la con, mais d'acheter Les gallons de 2 le litres. truc, ouais. Juste vraiment 2 litres. Tu sais que c'est à peu près ce que tu as besoin au quotidien. On va pas être loin de ça. Tu seras pas en surhydrate. Enfin, c'est pas possible. Et globalement, let's go. Et tu te dis, je dois boire un petit peu régulièrement et puis à la fin de la journée prendre l'habitude de boire et le matin au réveil t'en parlais, je pense que c'est toujours pas mal. Ouais, la première réveil, chose à c'est faire assez au réveil, important. c'est de se réhydrater. Se réhydrater au pas réveil mal, ça. directement, Carrément. avec potentiellement ce haut de pyramide mais quelques électrolytes potentiellement, c'est superflu mais why not. Et intéressant, je pense. Tu parlais du thé et du café. Donc, si tout au long de la journée, j'ai mon petit thermos de thé, ça peut remplacer, ça peut compenser mon hydratation. Ouais, ça peut. Après, là où il faut faire attention, c'est la caféine. Parce que trop de caféine, c'est pas bon. C'est la même molécule au passage. Oui, la caféine, théine et la caféine, c'est exactement la même chose, ouais, tout à fait. Quand tu dis c'est la même molécule, c'est-à-dire que ça n'a pas les mêmes. Non, c'est Si, exactement c'est la la même même. molécule. Ils ont donné un nom différent, mais c'est la même chose. C'est pareil. Il y a de la caféine dans le thé, en gros. Ouais, Donc, C'est-à-dire que moi, si je bois mon thé et que je me fais un café juste après, je prends ma c'est dose double double dose. Le thé en général est un peu moins concentré, encore que ça dépend des thés, les Parce thés que c'est noirs, plus les dilué, thés tu verts, veux tout dire ça. Non, mais il y a les milligrammes de caféine dépendent d'une boisson à l'autre, mais ça reste quand même assez riche. Donc le soir, par exemple, vaut mieux une tisane plutôt que du Bien thé sûr. ou du café. Après, le thé a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle de la L-théanine à l'intérieur aussi, qui vient permettre une absorption de la caféine un petit peu plus lente. Et c'est relativement intéressant plutôt que de prendre quasiment que le café, que la caféine en fait sèche. Enfin, c'est la même molécule encore une fois, mais la L-théanine permet une absorption plus intéressante. Non, mais c'est vrai que ça, on le sait pas forcément. Et moi, par exemple, je me fais un thé pendant mes sessions de boulot. J'ai mon thé, mais agrémenté 1 ou 2 fois d'un café, tu vois. Ouais, mais ça fait double dose de café. Et j'ai tendance à, tu vois, tu le sens. De toute façon, quand tu bois trop de café, tu le sens tout de suite, c'est très très désagréable. Ouais, bien sûr. Et la sensation de comment on dit, de tachycardie un peu, tu vois, de stress. Et quand t'es joueur de poker, je t'en parle même pas, quoi. Ouais, j'imagine, oui. Il y a des très bons côtés. Alors, on peut en parler, par exemple, de la caféine. D'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de prendre sous forme de café. Qui peut existe en capsule en aussi. capsule aussi. Ouais, c'est moins un plaisir pour les gens qui aiment boire le café. C'est ça. Prendre une capsule de café, Ouais, mais moi, je sais que par exemple. Il y a des gens qui boivent pas de café et qui. Moi, je bois pas de café. Pendant des années, j'ai pas bu de café. J'en bois depuis peu. Et du coup, avant mes séances de sport, j'aimais bien prendre une gélule de caféine. Ouais, d'ailleurs, dans tout ce qui se vend, c'est les. Comment ça s'appelle les pré-workouts. Les pré-workouts, en fait, tu regardes, c'est de la caféine. Ouais, c'est ça, avec plein d'autres merdes et qui de la rendent merde fluorescent. C'est exact, c'est de la merde. Bois un café. Tu prends une tablette de caféine, ça revient exactement. Donc, alors le café, j'imagine, il y a pas mal d'études aussi sur le fait que pour la performance, ça a été. Non, je sais pas. Ouais, si, non, carrément. Pour déjà la concentration, tout, dans des doses correctes, le café, c'est. C'est pas obligatoire, quand même, c'est important de le. Ouais. C'est jamais obligatoire, bien sûr, mais en soi, oui, c'est pas du tout obligatoire. On peut faire sans caféine et que ça se passe très très bien. Il y a plein d'autres nutriments, vitamines qui vont apporter plein de bonnes choses, mais dans certaines doses, ça peut aider. Mais tout le monde n'a pas la même sensibilité à la caféine non plus. Donc c'est du cas par cas, faut essayer si ça convient. C'est quoi les recommandations? Par exemple, les de caféine? Ouais. Je les ai plus en tête. Non, mais je sais pas. Je peux pas dire. Je sais qu'il faut pas dépasser 6 cafés par jour. Voilà, en moyenne, déjà 6 cafés, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Puis on parle de bonnes tasses, donc 6 cafés par jour. Mais voilà. 12 heures dans les 12 heures pré-sommeil, pas de caféine, même si on a une sensibilité faut arrêter assez tôt. Mais par exemple, 12 heures, c'est impossible au final. Pour ceux qui boivent du café, minuit. Moi, je conseille à mes patients d'arrêter vers 16-17 heures. 16-17 heures, comme ça, 16-17 heures, tu te couches à quelle heure? À 23h minuit, quoi. Mais ça dépend des gens. Chichi qui boit jamais de café, je pense que tu bois un café, à mon avis, ça va avoir un effet beaucoup plus important que si toi commences, tu bois du thé, du café tous les jours. Moi, je suis plus solide que lui. Moi, les seuls moments. Je n'osais pas le dire, mais. Les seuls moments, tu vois, où je vais boire un café, quand t'es avec moi, c'est
Ouais, non, mais voilà, mais c'est généralement quand on fait une grosse bouffe, tu sais, pour que le repas dure. Genre, tout le monde prend un petit café. En fin de repas. Ouais, en fin de repas. On se prend des petits décas. On se prend des petits décas. Là, tu vois, mais c'est plus comme ça. Ou à la limite, ça va être un cappuccino à la limite le matin. Tu vois. Mais sinon, oui, d'accord. Ouais. Par contre, je tourne une tonne aux infusions. Genre, je bois vraiment des infusions toute la journée. Mais les infusions, il n'y a pas du tout de café, donc c'est pas un problème. Là, il n'y a pas de. C'est pas comme le café. On n'a pas parlé d'un autre truc aussi qui est pas mal à la mode, c'est le maté. Ouais. Et là, pour le coup, le maté, pareil, on boit vraiment 1 litre. Enfin, on en boit beaucoup. Est-ce que ça, c'est bon, pas bon, peu importe? Je sais pas ce que toi t'en penses, Alexis. Je sais pas trop. Je dirais pas que c'est ni bon ni pas bon. C'est si comme c'est pas bon. quel thé. Si c'est non pas mais bon. c'est comme Sur le tout. Jack comme c'est match, bon, là, j'aime c'est bien. dégueulasse. Si on en consomme occasionnellement, il y a quand même pas mal de bénéfices, tout. Mais est-ce que ça a plus de propriétés que d'autres thés ou le thé noir, le café? Je suis pas assez renseigné sur le sujet pour m'avancer, mais je pense pas que c'est non plus un aliment exceptionnel, un truc exceptionnel. Ça a des propriétés, comme tout, mais en tout Il y cas, a un vrai banger pour le focus quand même, qu'on en parle. Thé vert, thé matcha. Oui, thé vert, ouais. Thé matcha, En fait, je reviens sur la L-théanine, qui est une molécule qui est trop étudiée, importante sur le focus. Et en fait, dans un rapport 2 tiers, 1 tiers L-théanine, caféine, on a comme le dosage optimal pour une concentration longue. Donc un petit café, après un petit thé vert et on est bien. Un petit thé vert, juste début le de thé session. vert en fait. Oh. Juste le thé vert. Le ratio est pas parfait. Un mec qui voudrait vraiment, qui est dans le biohacking machin, etc. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend expresso et complémentation en L-théanine en pilule. Et il se retrouve avec c'est le seul moyen de trouver le dosage 2 tiers, 1 tiers parfait. Et d'avoir cet impact de concentration qui est haut et qui va être lent. C'est un peu le même fonctionnement que le glucose dont on parlait. En fait, le but, c'est d'avoir un pic de concentration qui est relativement haut, qui va surtout durer dans le temps. Contrairement à la caféine, où souvent, on va aussi avoir un crash. Pour finir sur l'axe du café, il est recommandé, enfin, pas recommandé, mais en fait, on entend souvent qu'il ne faut pas boire ton café en te levant. Ouais. Il faut attendre une petite demi-heure, 1 heure pour que le cortisol redescende, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est quoi, une demi-heure, 1 heure? Je crois que j'avais vu, c'est assez tard quand même. Hein. Je crois que c'est 1 heure ou 1h30. Hein. Oh la lourdeur! C'est assez alors long, que ce café, quand tu viens de te lever, qu'est-ce qu'il est bon? Mais après, j'avais vu des études où il y a un espèce d'effet placebo. Il y a des gens qui prenaient du décaféiné, et puis ça jouait quand même. Enfin, mais normalement, c'est 1h30, je crois. Il y a un truc sur la latence aussi de la caféine. Je sais pas si tu as la data exacte de quand tu prends ton café, à partir de quand réellement tu ressens les effets. Effet. C'est une demi-heure, 1 heure, non? En fait, c'est ça. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que je peux pas être réveillé sans mon café du matin, et qu'ils le prennent et qui, genre 2 minutes après, ils sont là. Mec, c'est pas possible en fait. C'est juste placebo et c'est trop marrant. Je pense à tous les règles de la Grindhouse qui nous écoutent en train de boire un vin rouge, tu sais, avant leur session, et qui vont taper les séries. Il y a ce mec qui avait son Big Mac dans la main droite et maintenant son café dans la main gauche. Il dit putain, mais cette émission de merde 2026 commence tellement mal. J'ai une grosse dédicace de gagnant de Cerise, gagnante de Cerise. Qui? Notre contrôleuse URSAF préférée. Mais non! Oui, Colline, elle a gagné un Cerise hier. Bravo. Eh ben Colline, qui est mon invité préféré. Je l'adore. On lui fait un gros bisou. Voilà, Colline, on t'embrasse et je te donne tout. Voilà, un gros bisou. Et non, je te donne pas tout d'ailleurs. S'il te plaît. Dédicace au Paname au passage. Qui a gagné un award de la meilleure, du meilleur média de l'année. Ah non, c'est quoi? C'est nous les. Ah non, c'est pas nous. Pardon. Je sais plus. On va pour fermer un peu, on va rester sur la nutrition, mais on va revenir un petit peu sur notre sujet. On a dévié, mais en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant, cool. Mais on va revenir sur cette préparation à l'année. Toi, Alex, dans les conseils que tu peux donner, c'est quoi les conseils pour pas se cramer, pour rester, en fait, en gros, pour durer. Non, on est là pour tenir 1 année. Et ça va être quoi un peu ces petits conseils? La coke? Tu me poses des cols. Le café, le café, la L-théanine. Waouh, c'est des questions tellement vastes. Alors, je pense le premier point, c'est la gestion des phases de down où la motivation n'est pas naturellement présente. J'aime bien revenir sur ça parce que tout à l'heure je voulais l'évoquer en début d'émission. On a des motivations naturelles qui sont personnelles et sociétales. Début d'année, je le dis à tout le monde, début d'année, on est tous déter. Généralement, on va tenir le truc pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Après, ça s'effondre. Il y a l'été qui est à gérer, il y a la reprise de septembre, on est tous déter, etc. Et je pense qu'un mec qui est bon, déjà, c'est un mec qui gère bien les phases de down. Ça, j'aime bien travailler avec ça sur mes joueurs. C'est quelles vont être tes phases de motivation naturelles
qui n'est pas. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait que c'est pas un bon truc la motivation. En tout cas, d'attendre d'être motivé pour machin, c'est trop cyclique, c'est trop hormonal, c'est trop aléatoire, c'est sociétal. C'est pas du tout une bonne idée. Travailler sur sa motivation, comment être motivé. J'ai envie de dire, je m'en fous. Travaille sur tes routines, travaille sur ce qui va être là quand tu seras pas motivé. Et donc déjà réussir son année, à mon avis, il y a une idée de gestion des phases de down. Qu'est-ce que tu vas faire et qui tu seras sur le plan identitaire quand tu n'auras pas envie? C'est la vraie question. Qui tu seras, quelle identité tu auras quand tu n'auras pas envie naturellement de faire quelque chose? Et travailler sur ça, on pourrait voir 100 000 choses. Ta question est vraiment très très large, mais je pense déjà c'est trop bien de réfléchir. Donc déjà, ouais, c'est ça. C'est déjà savoir qu'il y a des moments où tu n'auras pas envie, tu ne seras pas là. Et c'est dans ces moments-là où tu auras besoin de savoir ce que tu dois faire. Majoritairement, tu n'auras pas envie. En fait, évidemment, c'est plus facile, c'est facile quand tu es motivé, quoi. Ça se fait tout seul, mais c'est ce moment-là où tu n'as plus envie. Qu'est-ce que tu as. Et c'est quoi? On met en place des choses aussi pour ces moments-là? Toi, tu les prévois en avance? Ouais, je gère ces phases-là. Après, il y a plein de moyens de les gérer. Bon, déjà, je pense qu'en 2 points, si on devait un peu prévoir son année, il y a des gens qui vont être pro projection de l'objectif annuel, etc. Et d'autres personnes qui vont dire focus the process. Genre, on s'en fout de l'objectif, concentre-toi sur ce que tu as à faire au quotidien, etc. Et il n'y a pas de mauvaise et de bonne méthode? Moi, je pense surtout qu'il faut utiliser les deux. J'ai beaucoup trop de personnes par, encore une fois, volonté dichotomique, entre guillemets, de choisir. Le cerveau a besoin de se mettre dans une case toujours, de moi, je suis pour les... Non, en fait, tu as besoin des deux. Les objectifs sont très émotionnels. On a besoin de l'émotion. Donc, s'extraire de l'objectif, ce serait une erreur, à mon sens. Même quelqu'un qui me dit, je veux gagner un WSOP, t'as des mecs ou des coachs mentaux qui, peu importe, des gens qui vont leur dire ouais mais ça c'est pas un bon objectif parce qu'en plus il a pas les critères SMART, etc. On s'en fout en fait. Si c'est émotionnel et que c'est là, c'est très bien. Maintenant la vraie question c'est comment on va optimiser tes chances de gagner ce WSOP. Et donc là il va y avoir des processus de toute évidence qui vont te permettre d'optimiser ces chances de gagner là. Et en fait il faut travailler avec les deux. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est les deux. L'objectif c'est l'émotionnel. Et on a besoin d'émotions pour juste être stimulé, savoir pourquoi on va faire les choses, ce qui nous pousse à le faire. Et ensuite, quel est le processus qui va me permettre de faire ça? Ça, c'est incroyable. Deuxième point qui me semble important, c'est de ne pas avoir une projection trop lointaine. Moi, perso, avec mes joueurs, je travaille avec des arcs de performance. En gros, on va aller fixer un objectif ou des objectifs 2026. Déjà, mettez-les très simples, vos objectifs. Je pense que c'est très important. On a trop d'objectifs qui sont déjà multiples et qui sont un peu flous, bizarres, etc. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. 3-4 trucs centraux. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Tu vois, par exemple, je te pose la question, comment où tu te projettes fin 2026? Dans quelle mesure tu pourrais me dire j'ai réussi mon année, je suis fier de moi? Est-ce qu'il y a 2-3 points clairs, nets, sans aller trop loin? Je ne vais pas les citer ici, mais sûrement, okay. J'ai clairement des trucs. Okay. Ouais. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis possible sur ça, sans respecter les critères SMART, mais juste aller au plus simple. Non, quand tu parles de critères SMART, c'est l'acronyme mesurable, etc. Atteignable, réalisable. Je pense que c'est un peu overrated, honnêtement, ce truc. Okay. Très honnêtement. Mais ça permet. Alors, c'est peut-être overrated, mais quand on n'est pas. Parce que toi, tu es un professionnel. Mais quand on a du mal à définir ses objectifs, ça permet aussi de le définir clairement. Je suis d'accord. Je pense que c'est un bel outil. Overrated ne veut pas dire inutile à mon sens. Je suis d'accord avec toi, peut-être que voilà. Mais je dis juste qu'en tout cas, le premier objectif de l'année, lui, n'a pas besoin de respecter des critères SMART. Si par exemple, je te dis à la fin de l'année, j'aimerais bien, je sais pas, faire une année à 50K, bon là c'est plus ou moins SMART, ça suffit, tu as le droit d'avoir que ça. Okay. Maintenant, ce qui va compter pour moi, c'est le premier arc à 3 mois. En fait, on a des belles études sur le fait que fixer quelque chose sur une période, c'est pas 3 mois pile. Attention, les études, c'est jamais 90 jours, etc. C'est sur des périodicités de 45 à 90 jours. Mais 3 mois, c'est une très bonne chose où là, tu vas venir vraiment agir dans le sens de l'objectif de fin 2026. Et par contre, là, on va être très concret. Quelles sont les actions concrètes que tu peux faire sur 3 mois qui vont te permettre de tendre vers ton objectif final de 2026? Donc, c'est une étape de mon première étape. Et il y a beaucoup de gens qui ont fixé des étapes hebdomadaires, des étapes mensuelles, etc. Et ces arcs, vraiment, ils fonctionnent très très bien. En 7 ans d'expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc alors attends, pour essayer d'être bien clair, oui. je me fixe mon objectif à l'année. Ok, je veux gagner 50K. Ouais. Maintenant, je vais découper en arc, c'est ça? Oui. Et mon premier découpage, c'est à 3 mois. Oui, et attention à ne pas faire l'erreur de, du coup, à 3 mois, ça va être 50 divisé par 4.
Ouais. C'est pas ce que je demande. En fait, sur l'arc, je veux que tu fixes qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre les 50K. Si tu me dis qu'en fait, à l'heure actuelle, tu es un joueur gagnant qui fait des années à 30K et que là, tu vas faire 50, qu'est-ce qui va te permettre d'aller faire 50 ? Où sont les 20K de V à aller chercher ? Ils sont sur, je sais pas, l'amélioration de mon EV sur le spot SBV. Je te dis n'importe quoi. Ok, ça, c'est le premier truc. Ok, du coup, tu veux qu'on fixe un arc unique, là, sur 3 mois, sur le spot SBV. Ok, quel procédé ? Est-ce que tu veux drill ? Est-ce que tu veux faire ci ? Est-ce que tu veux un coach spécifique là-dessus ? Et on va mettre tout un arc sur les procédés qui vont lui permettre d'aller atteindre l'objectif final. Mais en aucun cas faire l'erreur de découper la somme, parce que là, au contraire, ça va mettre beaucoup trop de pression. Le mec, pour le peu qu'il ait fait 10K en 3 mois, il va être là, je suis en retard sur l'objectif. Horrible de faire mais ça. alors, et du coup, dans ces 3 mois, je divise encore en sous-arc. Non, à 3 mois, tu vas avoir Là, c'est des objectifs. Là, on passe sur des routines plutôt. Exactement. À 3 mois, c'est encore des objectifs. C'est pas forcément des routines. C'est qu'est-ce que je veux atteindre. Je reprends l'exemple. J'ai tel stat en SBV. Je veux améliorer de temps de BB100 sur ce truc-là parce que je pense que ça va être majeur dans mon année. Ok, très bien. Et ensuite, tu vas avoir les routines au quotidien qui vont te permettre d'atteindre l'objectif à 3 mois, d'aller atteindre cette statistique. Donc oui, ça peut être un mix de routines ou même d'objectifs intermédiaires. Mais pour conclure là-dessus, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment sous-utilisé. C'est la capacité de tracking régulière. Et je pense que là, je vais faire débat là-dessus. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, c'est chiant, c'est pénible de traquer, etc. » Il y a des trucs qui sont useless au possible à traquer. Par exemple, moi, j'ai une montre Whoop. Je ne pense pas qu'elle soit utile, littéralement. Il y a des gens qui me disent « Ouais, est-ce que c'est trop bien de savoir ta VFC, ton truc ?» Oui, c'est cool, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, le tracking quotidien sur ce que tu as accompli dans le sens de tes volontés, ça, c'est genre un banger absolu. Mais ça, c'est tous les... Enfin, pour le coup, je pense que ça fait consensus. Ouais, mais parce que peu le font, littéralement. Qui, en début de journée, me dit, OK, il fait son Whoop, un truc assez utilisé, c'est pas pareil que ça, le Wishes, Opportunities, Obstacles, Plan. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Donc, Whoop, l'acronyme de Wishes, les vœux, qu'est-ce que je veux faire ? Opportunities, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça ? Les obstacles, c'est important, on en revient au pré-mortem ou pré-méditation malorum, c'est le fait de un petit peu aller anticiper ce qui peut merder dans la réalisation de ces trucs. Et du coup, avec l'anticipation, quel est le plan ? Tu vois ? Et un mec qui se fait ça en début de journée, genre, même si c'est toujours pareil ou presque, avec quelques adaptations, parce qu'il y a des variabilités quotidiennes, des trucs qui vont changer, etc., et qui, à la fin de la journée, prend 5 minutes juste pour check, OK, ça c'était OK, qu'est-ce que je dois changer, pourquoi ça a fail, sans jugement, etc. La capacité d'auto-évaluation et d'auto-tracking, encore une fois, OK, elle est peut-être mainstream, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est très étudiée. C'est un critère de réussite majeur. On en revient aussi à de la métacognition, comprendre ses propres comportements, s'auto-analyser, avoir conscience de soi, de ses accomplissements, de ses échecs, le faire au quotidien. Vraiment, c'est un game changer et je fais chier mes joueurs avec ça littéralement tout le temps. Et je leur dis, les gars, vous n'allez pas passer à côté de ça. Il y a des gens qui sont là pour conclure en mode, ouais, moi ça me fait chier, Alex, ça prend trop de temps, j'ai oublié. Alors que ça prend 5 minutes, c'est comme tout à l'heure faire son petit repas et faire ses. Exactement. Tout prend 5 minutes. Rigueur, full rigueur, c'est pas dur, c'est que qui aura la discipline, entre guillemets, de le faire. En vrai, c'est pas dur avant, c'est dur après. Ta session, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu as fini ta session, tu n'as qu'une seule envie, c'est de passer à autre chose. De passer à autre chose. Ouais. Tiens. Et encore, quand elle s'est bien passée, tu peux dire, OK, vas-y, qu'est-ce que j'ai bien. Et quand elle s'est mal passée, tu dis, va te faire. C'est vrai. Allez, ça dégage tout ça, ce jeu de merde. Et on en revient, on en revient à quitter quand ça va pas. Tu sais, on parlait de la motivation. Vraiment, cette question de qui vous êtes quand ça ne va pas, quand vous n'êtes pas motivé naturellement, quelle est votre identité dans ce moment-là ? C'est trop facile, encore une fois, d'avoir un élan motivationnel, de dire je vais à la salle parce que je suis motivé. Oui, c'est bien, bravo. Mais quitter quand t'as pas envie. Moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Pour revenir sur les objectifs là, et pour reprendre cet exemple de 50K, ça arrive dans le poker, on le sait très bien. Voilà, moi, mon objectif, moi, je vois, on en a dans le challenge. Ils ont fait une très belle année l'année dernière. Et comme tu dis, il a fait 30. Cette année, je veux faire 50. Il y a les series. C'est beaucoup déjà, c'est une belle augmentation. Ouais, mais voilà, imaginons, tu vois, parce qu'ils se disaient, par exemple, je sais pas, l'année dernière, t'es semi-pro, donc tu t'es pas full poker, t'as fait 30. Là, tu te dis, je fais mon année full poker, je vise mes 50, etc. Il y a Maître Kou qui vient de dire, si, tu es pro. si, tu es pro. Je l'embrasse très fort. On se parle beaucoup en ce moment. Et là, je chatte mon series, tu vois, genre, alors on va peut-être pas dire janvier là tout de suite, mais avril. Tu vois, les series d'avril, paf, je tape mes 50K.
j'étais pas du tout préparé à ça, à me dire putain, mais en fait, en 5 mois, j'ai fait mon objectif de l'année. Et là, je sais plus quoi faire. Et très souvent, moi, je vois 2 choses. Je vois soit le joueur qui prend le reste de l'année un petit peu plus en dilettante, ou celui qui est arrivé, qui a pris beaucoup confiance et en fait qui redrop derrière parce que il n'était pas préparé. Comment ça se passe là ? Est-ce qu'on doit vraiment tout reconstruire à zéro ? Est-ce que on peut se permettre, enfin vraiment j'ai pas trop d'idées, tu vois, sur ce, ça arrive pas en cash game en fait, ça, tu vois, ce genre de choses. C'est ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est juste parce qu'en MTT c'est totalement différent, comme en expresso d'ailleurs, où on peut avoir un one time qui va faire que machin. Donc déjà attention à ce que ce ne soit pas l'objectif unique, tu vois, j'ai pris l'exemple de 50K, mais important de pas avoir un objectif financier qui est isolé. Il y a beaucoup de gens qui vont décrier les objectifs financiers parce qu'encore une fois ça ne dépend pas de nous, etc. En vrai, ça je m'en fiche totalement, le temps que c'est compensé avec d'autres choses. Comme on a dit, l'identité, qu'est-ce qui te permet d'atteindre ça ? Tu vois, si tu as fixé ton arc de 3 mois, que tu ship là ou pas, en fait, ton identité, elle bouge pas, ce que tu essayes de faire évoluer en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux continuer ton arc qui va te permettre de tendre vers l'amélioration de lever ou de je ne sais quoi. Ça, c'est important. Et le dernier point, je pense que c'est ne pas hésiter à redynamiser les choses. Simplement, tu as défoncé un objectif, te laisse pas mourir jusqu'à la fin de l'année. Dis-toi juste, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tu as plusieurs options. Soit on remet un objectif plus haut, soit on se dit c'était un one-time, du coup, je le comptabilise pas vraiment et mon but, c'est vraiment de faire 50K flat hors ce one-time. Il y a plein de manières de faire pour garder une stimulation et une forme ouais, c'est ça, d'intention correcte tout le long de l'année, quoi, clairement. Ouais. Moi, j'avais une autre question parce qu'on parle de ce moment où la motivation baisse. Justement, quand on est dans une période de downswing, par exemple, qui va arriver fatalement dans l'année. Comment limiter l'impact d'un downswing sur notre mental pour être, comment se préparer au mieux à ce niveau-là. Sur un downswing ? Ouais. Allez voir ma vidéo avec Z-Chance, on en parle pendant 1 heure. Ça sera très tu sais que nous, on n'a qu'une seule chaîne YouTube. Hein. C'est vrai, je suis désolé. Z-Chance, d'ailleurs, qu'on embrasse. Et elle est très cool, l'interview, d'ailleurs. Moi, je l'ai pas regardé. Moi, je les reporte. Elle est dans J'essaie de la strike. Ça, c'est à cause de toi qui s'est fait strike sa chaîne. Ah, tu l'as pas, ok. Mais non, puisqu'on sera la semaine prochaine à la Grind House avec Z-Chance à Toulouse. On va pouvoir vérifier les routines et tout, la nutrition. Là, je vais tout check. Je peux te dire que... J'ai vu quelques stories, ça n'a pas l'air... Il y a quelques écarts, je crois. J'ai vu quelques bouteilles. Ouais. Je crois que c'est de l'eau, je crois. De vie. Rouge, quoi. De l'eau de vie. Donc, c'est quoi un petit peu les... Pareil, on est dans des petits tips et tout pour les gens qui nous écoutent. Ça peut toujours être un petit coup de boost comme ça. Surtout de prévoir. Qu'est-ce qu'on... Se préparer au bad run, tu veux dire ? En tout cas, se préparer au bad run où on sait qu'il va y avoir des downswings. En fait, ça arrive fatalement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont pour être prêt à ce moment-là Parce que le savoir, en vrai, on le sait tous, mais quand on le vit, on se rend souvent compte qu'en fait, on n'avait aucune idée de ce que ça allait être. Pour limiter l'impact, ouais. Bon, déjà, quand tu parles d'anticipation, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je pense que les stoïciens parlent du pré-mortem, l'utilisation du pré-mortem, et c'est validé par les neurosciences 2500 ans après. Je trouve ça incroyable. C'est trop cool de voir des choses comme ça. Ce pré-mortem, c'est quoi ? C'est se préparer au pire. En gros, c'est anticiper quel est le worst case scénario, qu'est-ce qui peut se passer, et comment j'agis, comment je vais me comporter, quelles sont mes routes de secours si ça arrive. Tu vois, d'une certaine manière. Avant, par exemple, que, je sais pas, tu drops 10K, enfin, peu importe la somme, peut-être que, en fait, tu vas drop 2 et il y aura déjà des doutes, des émotions qui seront présentes, etc. Et j'ai envie de te dire que si tu arrives à anticiper ça, comme OK, si je drop 2, est-ce que déjà je dois prendre des décisions macro-stratégiques en termes de BRM, en termes de peu importe, est-ce qu'il se passe des choses ici et que tu l'anticipes, la route du pré-mortem, encore une fois, en fait, ça permet déjà d'avoir conscientiser les choses et de plus avoir à réfléchir à quoi faire, alors qu'en fait, dans une phase trop émotionnelle pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu bad run, en fait... Bon, après, c'est lissé dans le temps, mais si tu bad run, en fait, l'émotion, elle est tellement, si je vulgarise, présente, que ici, c'est trop difficile d'aller chercher les ressources pour savoir quoi faire rationnellement. Tu vois ? Donc, si tu le fais à l'avance, c'est comme si, en fait, tu avais déjà fait ça et que tu peux juste aller pick up les trucs et adopter des comportements plus facilement. Donc, je dirais ne pas hésiter à anticiper les bad runs. Et on voit d'ailleurs, on a de belles études sur le fait que ce pré-mortem, entre guillemets,
a un gros intérêt sur la gestion du stress et la régulation du stress. Parce qu'assez souvent, le stress est comme quelque chose d'anticipatoire. Bien sûr, ouais. On prévoit quelque chose de négatif, mais le cerveau, par peur de se confronter justement à la négativité, en fait, il fuit. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni qui se crée d'une situation gênante. Okay, quelqu'un qui me dirait je stresse de choper un cancer alors qu'il a aucun symptôme ou aucun indice qui lui permet de faire ça. Il y a probablement des traumas, des trucs, etc. Mais il faudrait travailler autrement parce que la probabilité qu'il chope ça dans l'année, c'est très faible. Donc en gros, il se concentre sur un truc qui peut ne pas arriver, enfin, qui a peu de chances d'arriver, d'accord ? Par contre, si tu me dis je stresse par rapport au fait de drop 10K et que c'est un scénario qui peut arriver genre 15% du temps, en fait, c'est très très important d'aller creuser en amont ce qui peut se passer si justement et de pas être dans le déni du truc de non mais on verra plus tard ou on verra si ça arrive. Non, à partir du moment pour terminer où un scénario a 10-15% d'arrivée, il faut travailler sur l'anticipation de ce scénario réellement. Est-ce que ça veut dire que par exemple pour essayer de faire quelque chose de concret, donc voilà, là on est je suis là, je note mes objectifs de l'année, ouais. Et à côté en gros je vais noter ok, mon objectif c'était ça, worst case qu'est-ce que je fais, ouais. Je fais une fiche aussi pour meilleur scénario, qu'est-ce que je fais, et comme ça si ça arrive en gros je sors un peu ma fiche et je me rends compte ok tu l'avais noté, ouais. Enfin, tu vois t'as fait déjà un premier petit pas quoi. Ouais, et pas hésiter à le relire de temps en temps. On en revient à l'auto-tracking. T'as l'auto-tracking quotidien, mais par exemple moi, avec les joueurs je construis des Notion, des gros Notion, des outils avec des templates, des trucs, etc., qui sont pas trop lourds pour autant, mais j'essaie d'être le plus utile possible là-dessus. Et en fait régulièrement ils vont regarder ça. Et on anticipe vraiment comme un sportif qui, si on perd ce match-là, qu'est-ce qu'on ferait, etc. Les mecs sont censés avoir des... j'ai pas le mot là, mais oui, en fait, avant de drop 10K, il y a un cas à 2K. Enfin, il y a un truc à 2K. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe si tu as des paliers, on fait un check, ok, comment tu te sens ici à 2 ? Est-ce que, est-ce que on peut tout prévoir. Et un dernier truc intéressant, je trouve, d'ailleurs, le pré-mortem, c'est plus ça que le pré-méditation Malorum, c'est pourquoi mon année pourrait être un échec. Ça, c'est un exercice qui est super intéressant. C'est pas mal utilisé en entreprise, en entrepreneuriat simplement. C'est pourquoi mon business pourrait être un putain de fail cette année. Qu'est-ce qui pourrait faire que vraiment c'est un raté total, quoi. Et en fait, ça permet déjà de se projeter sur ça peut être ma flemme, ça peut être juste le marché qui était mal analysé, ça peut être machin. Et très très belle. Et ça permet peut-être quand tu vois des prémices d'un des axes qui pouvaient te faire foirer, de rétablir un peu la balance. Ouais, clairement. Et dans le concret, pour te répondre, je pense vraiment prendre une fiche, se poser. Tu n'es pas obligé de le faire au quotidien, mais là, en début d'année, c'est très bien de le faire. À 3 mois, retravailler sur ça, essayer de voir les choses. Et vraiment comme habituer ton cerveau à cet échec à venir potentiellement. Il y a des personnes qui stressent, qui ont des stress généralisé ou trop élevé avec qui c'est plus difficile de travailler sur ça. Donc là, il faut bien faire attention. Mais sinon, c'est un très, très bel exemple. Ouais, parce qu'il y a un peu ce truc aussi. Des fois, on dit... tu vois, si je m'attends au pire, en gros, si ça arrive, je l'ai vécu 2 fois. Alors que, tu vois, il y a un peu cette problématique pour certaines personnes. Et ça, c'est étudié dans le sens inverse, littéralement. Okay. C'est-à-dire qu'on croit que, justement, anticiper le pire peut être très stressant, mais non, ça réduit les taux de stress, surtout si tu es en capacité de contrôle sur la résolution du problème. C'est-à-dire que si je te dis, on reprend l'exemple du cancer qui est dramatique, t'as pas trop de contrôle, malheureusement, si ça arrive, et en plus, c'est biaisé. Mais si, par contre, je te dis... anticiper le pire, c'est drop 20K, et qu'en fait, tu as un potentiel de contrôle, on appelle ça comme ça, à -5, qui est de changer ton BRM, qui est d'aller jouer d'autres games, qui est machin. En fait, le cerveau, il anticipe le stress. Donc là, tu as une émotion de stress, du coup, par anticipation qui se crée, mais surtout, tu as une réaction en mode je suis capable de reprendre du contrôle en situation défavorable. Tu vois, et ça, c'est vachement apaisant. Le stress, en fait, est problématique quand il n'y a pas de solution envisageable. Tu vois ce que je veux dire ? Mais assez souvent, on stresse alors que par projection, on a du contrôle sur ce qui se passe. Et ça, c'est... Une question qui va être valable pour vous deux. Quels sont un petit peu les signaux ? Alors, ça peut être au niveau du corps et toi, au niveau plutôt de l'esprit. Un petit peu les signaux qui montrent qu'on est en train d'un petit peu... alors, on va dire on est au milieu de l'année, qui peuvent montrer un peu une dégradation de notre état de performance. Est-ce que, alors, ça peut être toi, je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir des petites alertes dans les habitudes alimentaires, dans la fatigue, dans le sommeil, je sais pas. Une diarrhée chronique. Ouais, non mais en vrai, attends, le caca quand on grind,
Non, mais Ah, on va en parler. parle de ça, on va en parler après. C'est lié Tous au les joueurs qui microbiote- nous écoutent c'est lié le au connaissent. microbiote intestinal, parce que le stress impacte l'intestin. Et du coup, il y a des gens qui, effectivement, en période de stress intense, diarrhée. Pardon, il y a des gens, Mais moi, tous les tous les joueurs. jours. Tous Ah les ouais joueurs. Tous Ah les oui. jours. Ah, Et faut je peut-être connais. consulter. Non, connais- non, mais moi c'est Franchement, pareil. Je connais pas mal de grinders comme ça. Tous les jours, je lance ma session. Et pourtant, c'est des limites que j'ai l'habitude, tu vois. Je me sens pas forcément stressé par les limites que je joue. Au bout de 5, 10, 15 minutes, En plus, c'est trop relou, tu viens de Faut que lancer. j'aille chier. et tu sais, ouais, en plus, c'est Est-ce relou que techniquement. c'est pas plus psychologique qu'autre chose Et ou- en live, ça me le fait 0. En live, ça me le fait 0. Alors que ce que je joue en live, Ah c'est ouais. plus cher que ce que je joue en live. Mais malgré tu tout, vois. le moment où tu lances ta session, je pense que tu as quand même un petit pic de stress parce que Bien sûr. Oui. tu te lances dans l'arène. Évidemment. Enfin, tu sais, tu rentres dans l'arène, donc Ouais, mais comme au début, comme n'importe quel sportif, au début d'un match. c'est pour un ça qu'on les truc, voit un faire machin, caca puis sur la pelouse. Après, non, mais je pense qu'effectivement, tant que t'es pas dans le feu de l'action, il y a forcément le temps que le corps et le cerveau se préparent un petit peu. Donc, Est-ce que ça, il y aurait un truc pour plus le faire? Est-ce que, je sais pas, peut-être manger un truc le matin? Non, j'en sais rien, tu peux- vois. alors- Est-ce qu'il y a des trucs à faire? C'est du concret, là. En général, si tu bois du café, t'as quand même envie d'y aller avant. Déjà, effectivement, le café a tendance bois pas en de fait à. Oui, c'est vrai. Jus d'orange, par contre. Jus d'orange, peut-être pas ouf, parce que les sucres. De manière globale, les jus de fruits. C'est de la merde. Même de l'orange moi, pressé. Orange pressé, ça va un peu mieux, mais le problème, c'est que t'as pas les fibres, Ouais, t'as c'est pas pas tout ouf, ça. hein. Donc, Donc il faut manger la peau. Bah, t'as pas les Non, fibres, mais mais il t'as faut 2 fois manger plus de glucides. 2 fois, exactement. Tu vois, tu prends 3 oranges. Pour t'as te 3 faire fois. Oui, c'est vrai. un verre de jus d'orange, tu presses pas qu'une orange. Bah ouais. Donc en fait, t'as le sucre condensé de Ouais. plusieurs fruits. Évidemment, ça, t'as par que, contre, t'as c'est que le vrai. Et t'as pas les sucre et fibres. t'as pas les fibres. Exactement. Donc ça, c'est pas Ouais, ouf. il y a la Et vitamine ce qu'il C faut quand même. comprendre, c'est que les fibres, juste au passage, elles permettent l'absorption plus lente du glucose. Ouais. C'est presque magique. C'est pour ça qu'un fruit est incroyable. Parce que tu as le glucose pour l'énergie et les fibres permettent l'absorption de manière plus lente, donc avec une Et puis énergie plus lente. beaucoup de vitamines, d'antioxydants, Exactement. des choses Enfin, comme ça. voilà. Mais ça te le fait aussi le matin? Parce que Ah, c'est le matin, je te parle. C'est que le matin. En fait, peu importe à l'heure où je me lève, mais en gros, je me lève, Ouais. je vais prendre mon petit-déj. Moi, généralement, quand je prends le Et petit-déj, t'as été aux toilettes avant ou je pas? me mate un petit truc et tout. C'est vraiment Des le fois, oui. passage Oui, caca en fait, de l'émission. Des fois, ça peut m'arriver. Non, mais c'est important parce On parle qu'en de vrai, ça. je connais plein de Moi, j'adore en grinders. parler, moi j'adore. Ouais. Je connais plein de grinders. Et donc, en gros, peu importe ce que je fais avant, que j'étais aux toilettes, pas aux toilettes. Et peu importe je ce que prends tu mon- manges. Je prends mon petit-déj. Ouais. Et tu prends quoi, par exemple, au petit-déj? Parce que. Vas-y, Généralement, ça va être des œufs, vas-y. donc œufs brouillés ou au plat, Ouais. ça dépend. Les saucisses, Non, mais jus un d'orange. truc léger. Ouais. Et après, il va y avoir. Souvent, il y a quand même une bonne connerie, genre un croissant avec de la patate, pas de Nutella, mais de la Ouais. patate tartinée ou Oui. de la confiture ou un truc D'accord. comme ça, quoi. Ok. Bah, le matin, Ouh, par déjà, tu exemple, peux lui dire ouh. tu peux J'arrêterai essayer de partir pas de sur jingle, un petit déj avec un peu plus de protéines. Parce que les protéines ont un petit avantage, c'est ça a tendance à constiper légèrement. Donc ça peut peut-être un petit peu jouer. Et là, tu as quand même une alimentation qui est quand même assez riche en sucre. Après, il de y a manière 3 œufs. globale. hein. Oui, il y a 3 œufs, mais 3 œufs. Ouais, généralement 3 œufs Ouais. brouillés ou. C'est vrai que ou c'est déjà pas. pas mal. Et Donc je pense que ce qui Ouais, peut jouer aussi sur le transit, ça va être plus le fait qu'il y ait beaucoup de sucre. Il y a quand même pas mal de sucre. Entre le jus de fruits, où c'est un verre. Enfin, c'est un verre. Ouais, classique, un bon verre à moi de jus d'orange pour le coup. Ouais. Donc, tu as déjà peut-être 5-6 morceaux de sucre, tu vois. Plus tu rajoutes la pâte à tartiner, le croissant, le machin, tu as beaucoup de sucre. Et ça a tendance. Tout ça, hein, Je changerais Ça pas. peut avoir tendance à jouer, croyais un que petit t'avais peu pris sur, un peu, là. sur le transit. quoi. Il a commencé par les œufs, on C'est croyait que ça allait énorme. bien. Ouais, ouais, Et toute ça- la ça- suite, ça démarrait il a dit super les œufs, on bien. était là, Ça démarrait oh, super et bien. après, c'est je que sais, de la mais merde. T'as Ouais, peut-être moi, je trop me de fais des sucre. pancakes protéinés avec 3 œufs, une banane. C'est vrai. C'est pas Moi, vrai je fais ça du tout. tous les matins. Non, mais depuis je pense, C'est vrai 5 ans, c'est mon petit Il déj. est très très carré. Ah, Pour le Incroyable. coup, ton petit déj, il est bien. Il est bien. Et là, je me mets du Nutella Ah, mais et j'en un connais- café, en un fait, verre de ça- Sky. Non, mais je pense que déjà, si tu mets moins de sucre le matin, peut-être que ça irait un peu mieux. Je dis pas de les enlever totalement, mais ne serait-ce que remplacer le jus de fruits ou enlever la pâte à tartiner, des trucs comme Et ça. Ça peut être, petite question sur les édulcorants. Ouais. Moi, par exemple, je me fais vraiment. On parle vraiment sur ma. On s'en fout, mais bon. Bref, petit On fait notre pancake coaching protéiné, quoi. Ouais, bien sûr. Je mets La consulte est facturée à Je la mets fin. du comment ça s'appelle du ouais tu mettras web design webmaster. Comment ça s'appelle du sirop d'agave. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, les édulcorants, de manière globale, enfin, moi, je suis un peu orienté perte de poids, du coup, forcément, je suis un peu biaisé par mon boulot, mais de manière globale, c'est une bonne chose parce que c'est pas ou peu calorique. Enfin, il y a les polyols qui sont un petit peu caloriques, mais sinon, la plupart des édulcorants sont pas caloriques. Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va apporter un petit goût sucré sans les calories. Donc, pour le poids, c'est bien. Maintenant, ça peut aussi entretenir l'habitude du sucre.
Ça, c'est pas génial parce que ça entretient quand même le goût sucré. Donc, ça, c'est si tu as un problème avec le sucre. Si tu manges trop sucré de ouais, mais manière si générale, tu manges souvent quand même des édulcorants, si c'est ton seul sucre. t'entretiens quand même si c'est ton seul sucre, ça va pas te faire grossir, mais t'entretiens quand même le goût du sucré. Donc, il y a une appétence quand même pour le goût sucré qui va rester présente. Donc après, tu peux mettre du poivre, mais c'est chiant, quoi. Du poivre ouais, dans le café. Du sel, c'est pas, bon. Pas ouf. Ouais, mais le sel, c'est pas ouf non plus. Mais ouais, non, les édulcorants, moi je suis pas contre du tout parce que on en parlait un peu avant l'émission. Il y a les DGA, les doses journalières admissibles, qui font que la plupart des édulcorants, faut quand même y aller pour dépasser les doses potentiellement dangereuses. Mais faut pas en abuser parce que c'est plus sur l'aspect comportemental où vraiment ça entretient quand même le côté sucré. Mais à mes patients, voilà, j'ai des patients qui par exemple boivent 1,5 litre de coca tous les jours. Ouais. Ils me disent là pour l'instant c'est juste mort, m'enlevez pas mon coca, je pourrais pas. Je leur dis ok, pas de souci. Déjà on va passer sur du coca zéro. Au moins, ça fait pas de calories, donc ça permet la perte de poids. Mais avec de la grenadine. Et zéro, la grenadine zéro aussi. Et tu te rends compte, en plus, c'est ça qui est fou, c'est que les gens, au fur et à mesure qu'ils perdent du poids, qu'ils reprennent une alimentation saine, tout, ils vont diminuer naturellement aussi. Donc, ouais, les édulcorants, c'est une bonne alternative au sucre, mais faut pas en abuser. Nutri-Score, c'est D de toute façon. Ouais, mais alors, le Nutri-Score. Parlons-en, je savais que je lançais un pavé dans la mare. On pourrait en parler pendant longtemps du Nutri-Score, mais en France, il n'est pas optimal du tout. Il faut savoir que les Chocapic, c'est A. Ça change, hein. Voilà. T'as vu là cette année. Oui, ouais. Ils sont en train de changer et c'est bien, mais les gens se basent trop sur le Nutri-Score. J'ai vu des frites avec du Nutri-Score A ou B, quoi. J'en ai vraiment vu. Et des fois, ils mettent des huiles avec du Nutri-Score E parce que waouh, l'huile c'est gras. Ouais. Donc c'est un peu. Il y a du lobbying quoi, bête. derrière. Ouais, puis. Alors, il y a l'application Yuka. Yuka qui est vachement bien. Du coup, Yuka, j'avais ouï dire, alors c'est vrai, c'est pas vrai, qu'il y a des partenariats avec certaines marques et que du coup, ils embellissent un peu les choses ou quoi. Faire de l'oseille. Rien de prouvé, mais j'avais entendu dire. Mais il faudrait plus qu'on aille sur un. En Angleterre, ils utilisent le Traffic Light System. C'est en gros le Nutri-Score, mais pour chaque nutriment. Parce qu'il y a des aliments qui, par exemple, vont être très bien en protéines, mais vont pas être bien en sucre. Et donc, en Angleterre, ça va être A pour les protéines et D ou E. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus mieux, ouais. C'est beaucoup plus détaillé, mais sans pour autant que les gens aient besoin de lire une étiquette. Ils voient un code couleur. Ils voient que protéines A, sucre D, graisse B, ça donne une idée. Alors que là, c'est une note globale. Ça veut tout dire. En général, est-ce qu'il faut qu'il y ait à peu près le même rapport glucides-protéines dans les... Non ? Non, pas forcément. Ça va dépendre totalement de l'aliment parce que, par exemple... Non, c'est un petit tip si on regarde l'étiquette pour savoir que... L'étiquette, déjà, si tu veux vraiment simplifier, tu regardes les graisses saturées et les sucres. Tu vois toujours glucides, dont sucre. Donc, le don sucre, en fait, c'est les sucres rapides. Et les graisses saturées, c'est toutes les graisses animales ou transformées ou tout ça. Donc, ça, c'est un bon indicateur de est-ce qu'un produit... oui. Est-ce qu'un produit est bon ou pas, quoi, de manière globale. Mais après, de toute façon, il y a l'indice Nova. Enfin, on a mieux que le Nutri-Score. On a l'indice de Nova qui est très bien. Ouais. C'est quoi l'indice Nova ? Nova, c'est l'indice de transformation d'un aliment. Après, il n'est pas obligatoire, donc il n'est pas indiqué sur toutes les... Voilà. Mais de base, en fait, on a une recommandation qui est toute conne, c'est manger le moins transformé possible. C'est tout con, mais déjà, tu fais ça... Et après, le problème aussi du Nutri-Score, on pourra parler 100 ans encore une fois, mais c'est que ça ne veut rien dire sur ce que tu dois consommer au quotidien. Tu peux consommer que du Nutri-Score A et avoir que des glucides, ça n'a pas de sens. Et j'ai plein de patients qui me disent ça, qui me disent mais je comprends pas, je suis en surpoids et je mange que du Nutri-Score A. Oui, les Chocapic, c'est A, ça fait pas tout comme il faut pas diaboliser les trucs Nutri-Score E non plus, quoi. Et tout est une question de dose, de fréquence, de quantité. Mais comme le disait Alex, en fait, à partir du moment où déjà tu manges beaucoup de produits bruts, non transformés, il y a peu de chances que tu fasses des erreurs quand même. Et tiens, pour la cuisson. Ouais. C'est quoi la meilleure façon de cuire nos aliments ? Alors que ce soit par exemple l'huile, ou je me doute que le beurre c'est pas ouf, mais la cuisson au beurre c'est pas génial. On préfère quoi ? À la poêle, au four, enfin tu vois des trucs comme ça. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, les légumes, les faire dans une casserole avec de l'eau. Le problème, c'est que tu as beaucoup de vitamines qui sont hydrosolubles et donc qui vont s'éparpiller dans l'eau. Du coup, il faut boire l'eau après de la... mais on peut faire un bouillon, un truc comme ça. C'est très bon pour les plantes. Gardez vos autres mais pas pour rien. Excusez, bienvenue Club Poker Radio. On a 80 ans. Par rapport... Oh putain, qu'est-ce que c'est devenu cette radio ? T'imagines le grinder de 20 piges. Le mec est 20 piges, il a son McDo à côté. Je dis mais putain, mais moi je vous emmerde. Moi je l'ai fait les 50K ce soir. Tapis là.
Non, mais d'ailleurs, les légumes surgelés sont excellents par rapport aux légumes frais parce qu'ils gardent tous les nutriments. Donc, c'est bien, par exemple, d'utiliser des méthodes comme l'autocuiseur, les choses comme ça, parce que ça garde, on perd très peu d'eau et donc ça garde beaucoup les vitamines. Après, pour les cuissons, ça va être principalement avec des huiles. Hein. On évite de faire chauffer le beurre. On garde le beurre. Il paraît qu'il ne faut pas faire chauffer l'huile d'olive. Ça, c'est une croyance populaire. En fait, certaines huiles ont des points de fusion qui sont plus hauts que d'autres. Et donc, il y a des huiles qui supportent très bien la chaleur et d'autres non. Par exemple, l'huile d'olive, si tu la mets dans ta poêle et que ça fume, c'est pas génial. C'est que là, ça atteint un point trop important. Donc, il y a des huiles qui vont supporter beaucoup mieux les fortes chaleurs. Il y a l'huile d'arachide. L'huile de coco, oui. Le problème de l'huile de coco, c'est qu'il y a beaucoup de graisse saturée. Exactement. Mais bon, c'est... Tu fais chier, on peut rien faire. En fait, le problème, c'est que... L'huile d'olive, ça va. Il y a aucun... L'huile d'olive, il est rarement atteint. Ouais, c'est ça. L'huile d'olive, c'est vraiment celle qui peut être utilisée un peu pour tout. C'est la règle, et ça passe. C'est ça. Mais partout. Encore une fois, chaque huile a ses intérêts. On parlait des oméga 3 qui sont super pour le cognitif. L'huile de lin, l'huile de colza, toutes ces huiles-là sont très intéressantes parce qu'elles sont très riches en oméga 3. L'huile de foie de morue, ouais, est riche. Vous avez pas cuisiner à l'huile de foie de morue. On est à l'école, gamin. Mais non, toi? Ouais. Pour de vrai? Mais t'es dans les années 20? Bah non, je suis plus jeune que toi. Même, ah, mais c'est très riche en oméga 3 et vitamine D. À la maternelle, le matin, l'huile de foie de morue. C'est vrai? On avait une vieille directrice qui avait gardé ce truc. Ah ouais, mec, j'ai l'impression vraiment que t'es né en 1932. Je te jure, je l'ai fait pendant, je pense, 2 ans, je crois, en maternelle. Et t'avais un uniforme ou pas? Non. J'adore les uniformes. Ça dévie trop. C'est vrai. Et encore, ça va là. Il est soft. Il a parlé de caca une fois. Je trouvais qu'il a été soft. Je reviens sur toi, sur la question que je posais. Mentalement, quels vont être un petit peu les indices qui montrent qu'on est un petit peu en train de décrocher pendant l'année Et oui, c'est les mentalement, qu'est-ce qui peut faire que tu décroches C'est quoi les petits signaux qui montrent que tu es en perte d'énergie, tu es en perte de, tu vois, que tu peux déjà ouais, je sais pas, juste émotionnellement tu peux te sentir pas bien, je sais pas quoi te dire là-dessus. Mentalement, qu'est-ce qui peut faire que tu te sens d'être plus irascible d'un coup, par exemple? Ouais, être plus irritable, c'est ça. Après on pourrait parler, je sais pas, du body language, de ce que tu veux, de plein de choses. Bon, si je devais dire un truc par rapport à ça, c'est généralement quand tu as des signaux, c'est que, allez, parlons par exemple du burn-out, si on parle d'un truc long terme, tu vois, ce qu'on pourrait avoir, on pourrait parler de intra-session, qu'est-ce qui fait que, donc là c'est encore un autre truc, tu vois, si on parle vraiment de l'année, qu'est-ce qui peut faire dans une année, tu commences à te sentir mal, évoquons potentiellement le burn-out ou tout ce qui s'en rapproche, quoi. Et les petits conseils par rapport à ça, je pense que c'est important, et les joueurs de poker, c'est quelque chose que je vois trop comme une erreur aussi, attendre les signaux pour pouvoir, avant de break, prendre des décisions de break. Et il n'y a pas de règle d'or. Parfois, j'ai déjà vu des stories Insta passer de faites un break toutes les semaines, faites un break. Je sais pas, on n'a pas trop d'études là-dessus, ça dépend de la charge cognitive, ça dépend individuellement comment ça se passe, etc. Par contre, anticiper les choses et pas attendre d'avoir des signaux de fatigue pour stop. Il y a trop de mecs qui me disent voilà, j'en peux plus, du coup j'ai besoin de partir une semaine, machin. Évidemment que c'est la meilleure décision que tu as à prendre à l'instant T, au moment T, mais en fait tu peux juste anticiper ça pour gérer ton année sans avoir à te retrouver dans ces phases-là. Ça peut arriver, mais pareil, anticipe-les. Donc attends pas les signaux. Si par exemple toi, je sais pas comment prenons tes exemples si tu veux bien, tu joues combien de fois dans la semaine, ou Chichi comme vous voulez. On va parler de Chichi. Allez, vas-y Chichi, combien de fois dans la semaine, quand est-ce que tu breaks, est-ce que tu as des récurrences par rapport à ça? Pour le coup, c'est vrai qu'il y a des trucs où je suis vraiment pas exemplaire parce que grave, généralement 4 ou 5 jours par semaine, globalement. Et après, les horaires en fait, c'est plus les horaires de mes sessions qui varient énormément parce que vu que j'ai plein d'activités à côté. Je sais que je dois me caler une session tous les jours, mais des fois elle va être à minuit, des fois elle va être à midi, des fois elle va être de 11h à 13h. La plupart du temps c'est le soir, globalement, mais ça varie pas mal. Et j'ai jamais des sessions qui font la même longueur. Tu vois, ça c'est pas un truc qui... Après c'est pas un truc qui m'impacte pour le coup vraiment, mais je sais que la seule règle que j'ai, c'est si je me suis dit dans ma tête, si l'idée de arrêter ma session m'a traversé l'esprit, je l'arrête. Ça, c'est ma seule règle. Tu vois. C'est si je me dis, tu sais, des fois, tu es en mode, vas-y, là, j'ai envie d'arrêter, mais la table, elle est trop belle et tout. En fait, si je me le suis dit, ce truc, j'arrête parce que là, si je perds un pot, à ce moment-là, en fait, ce pot, il me vraiment, il me fatigue. De ça, si par exemple, juste, tu étais en bonne énergie, tu te sentais très bien. Je me le dis pas, en fait, généralement. Si je suis bon, je me le dis pas.
Ah ouais, et genre, si admettons tu prends un suck out, un truc, et que tu te dis, ah, ça me casse les couilles, j'ai envie d'arrêter, ça peut arriver ça ou pas? Bah, si je suis en forme et bien et tout, Ouais, non, ça arrive pas. Ok, donc Ça- pour toi, c'est un vrai signal. Ouais, généralement, ça, c'est vraiment le signal. Ou l'autre signal, et bon, celui-là, il est très facile, c'est la posture. Ouais. Genre, quand je commence à. Ça m'arrive tout à l'heure, par exemple. Je commence à prendre la poignée de mon siège. Ouais, ok. Te mettre un Je peu sais en à la arrière. reculer, là. Ouais. Généralement, après, je me Moi, reste, c'est quand il je faut que me remonte casse, la quoi. couette sur moi. J'ai mis l'oreiller. C'est pas bon signe. Ça, c'est quand je fais post sur Netflix. Là, c'est que vraiment. Non, mais il y a des Moi, je mets une 3e série en même temps. Là, c'est que. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur parce que tu vois, t'as une table, elle est magnifique. Il se trouve qu'elle est magnifique, mais tu runs sale dessus. Mm. Et là, c'est vrai que c'est l'étape où tu dis, je peux pas la quitter, tu vois, cette table. Ouais. Vraiment, je peux pas, quoi. J'ai le spot, il est à ma droite, il est parfait. Il est à 300 blindes. Enfin, tu vois, tu peux. Là, pour moi, des fois, c'est Ça, c'est super. C'est vrai que des fois, c'est des trucs où T'as l'impression exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, ça arrive beaucoup dans l'année au final. Mais là, je me dis, non, là, t'as pas le droit de. Parce qu'on a toujours entendu ce truc de. Ah, là, il y a un fiche. Là, t'es fatigué, machin. Si tu restes pas, c'est faute professionnelle. Bah, T'as pour toujours moi, entendu ça. En vrai, bien sûr, et je le dis même moi-même des fois, mais là, pour moi, des fois, je trouve que ça peut l'être. Quand t'as vraiment un edge qui est démesuré sur un mec et qu'il est à ta droite, bon, bah, je me dis, ok, même là, si je suis en B-game, enfin, je le Ouais, crush, B game, tu vois. ça va encore. Ok, mais pas grave. Oui, B-game, ça va. Oui, même C-game, en vrai, tu Quand le t'as envie de crush. quitte et que t'es fatigué, c'est que t'es plus passé Là, en B game. là, tu le crush, quoi. Après c'est des trucs où je pense que ouais, c'est les moments où je m'autorise de pas du tout être parfait. Enfin, de toute façon, je le suis pas du tout, tu vois. Mais là-dessus, ouais. Mais sinon, moi, j'ai du mal à. Ouais, c'est l'étape où t'as du mal à fermer. Tant que le mec il est là, en fait, tu vas pas se coucher, quoi. En fait, je trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est la perception qu'on a de notre propre V par rapport à quelque chose. Et on a du mal à reconsidérer que notre V, à un moment précis, n'est pas notre V optimal. On est tous théorique. biaisés là-dessus, je pense. Ouais. On est tous biaisés. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, par exemple, si moi je bats la NL200, bah, par défaut, je la bats. Non. Tu bats la NL200 quand tu es en train de jouer, pas forcément à ton prime, mais que tu es dans une zone où tu es capable de la battre. Mais ça ne veut pas dire que tu la bats par défaut. Et je trouve qu'il y a comme un truc Quand ton identitaire A-game bat la intéressant. NL200. Quoi. Exactement, mais les gens ne comprennent pas. Ici, ils se disent, bah, moi, je suis un joueur gagnant. Et on se colle comme l'étiquette de joueur gagnant en NL200. Donc je dois gagner. Donc je dois gagner. Mais c'est faux, tu n'es pas un joueur gagnant. Tu es un joueur gagnant quand tu mets toutes tes ressources à disposition pour pouvoir gagner. S'il y a une des ressources qui n'est pas là, alors non, tu n'es pas par défaut un joueur gagnant en NL200. Et ce problème, on va un petit peu dans tous les sens, mais je trouve ça intéressant, où on se colle une étiquette comme un statut acquis, c'est vraiment un énorme biais. C'est comme quand on monte de limite et que ça y est, maintenant, je suis un joueur gagnant de cette limite. T'es pas un joueur gagnant de cette limite. Pour l'instant, tu la bats. On a quand même des belles perspectives pour dire que ça devrait bien se passer. Mais il y a des cas où en fait le field se durcifie, ou quoi que ce soit, où tu vas devoir remixer avec la limite inférieure pendant une période. Je te dis pas qu'on va pas pouvoir y aller, mais il y a trop ce truc de je me colle une étiquette et du coup ça y est, maintenant je suis censé pouvoir crush. C'est totalement faux. Ça dépend tellement de facteurs. Il y a un peu l'image aussi, je trouve, que tu rejettes. C'est-à-dire que psychologiquement, des fois, ça peut être compliqué de. Alors ça, c'est valable pour, je pense, tous les formats. Tu montes ta limite, tu vois, on t'a vu jouer cette limite, et tu sais, tu vas aller jouer plus bas. Et des fois, tu peux avoir un peu cette impression de presque de honte, en fait, Ouais, de dire, en fait, les mecs, ils m'ont vu en haut, et ben là, je redescends, ils savent tous que forcément, ça s'est bien passé, et t'as un peu cette honte, donc des fois, tu fais un peu le forcing, tu vois. Je pense le mec, en live, par exemple, tu vois, les tournois live, bah, il joue des buy-in trop chers, parce qu'il faut être sur la photo, quoi. Ouais. En gros, tu vois, pas la photo de fin. Mais tu sais que alors, on doit avoir des exemples comme ça, mais pour moi, on pourrait définir un top grinder sur plein de trucs, mais dans la macro-gestion, bien évidemment. Mais quand je parle ici de macro-gestion, c'est le mec qui est capable de gérer ses temps forts, ses temps faibles, ses périodes, etc. Ça, tu vois, un mec je pense qu'il y a plein de top recs qui sont passés par là, où pendant 6 mois, pour X raisons, ils vont jouer un peu plus bas, ils sont capables de le faire. Tu vois, ils n'ont pas trop cette phase qui est lente, où en fait, ils forcent un truc qu'ils ne doivent pas forcer par justement pression sociale ou juste identitaire personnel. Le mec qui est capable de toujours gérer ça sans ego, de se dire ok là juste où est mon edge, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, on s'en fout de la limite, juste où est mon edge à l'heure actuelle, tu vois, en permanence, etc. Waouh, incroyable. En fait, connaître aussi juste des histoires de win rate, tu vois, de savoir quel est ton win rate, dans quel état, tu vois, je pense tout de suite à un des meilleurs joueurs du monde en heads-up cash game. Je crois que c'est Button Clicker. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais qui jouait aussi sur le .fr. Et c'est-à-dire qu'il était site sur le .com en 50, 100, 100, 200, 200, 400 heads up.
mais il était aussi site en 5-10 sur le .fr. Incroyable. Et en fait, juste où est mon win rate. Mais je vais en fait. Il veut juste nous faire chier, c'est tout. Et moi, je connais un mec de spin qui battait les 500 Wina et qui allait jouer 25 en je ne sais combien de tabling parce qu'en fait, il avait une meilleure EV à l'année, quoi. Donc en multi-tabling de fou et tout, mais en fait, il faisait plus d'argent. Et il n'y a pas de truc de ouais, je joue quoi, je machin, juste où est mon En fait, EV. encore une fois, c'est l'ego. Bah, lui, il en avait pas du tout, pas à ce niveau-là en tout cas. Mais... Ouais, le but au final, pour le coup, en cash game, à la fin, c'est l'argent, hein, globalement. Si tu vas jouer les tough games, que tu as une variante de mutant et que tu gagnes même la même chose que jouer plus bas avec moins de variance, bah, psychologiquement aussi, ton année, c'est pas la même, quoi. En fait, quand les gens auront une réflexion sur le fait que la réussite dépend juste de l'adaptation comportementale, entre guillemets, c'est pas un mot un peu bizarre juste pour dire ça, et pas de ce qu'ils sont censés faire gagner ou quoi que ce soit, c'est-à-dire toujours juste prendre les meilleures décisions par rapport à un environnement X tout le temps. Winamax disait ce qui compte, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Moi, je trouve qu'en fait, la vie, c'est une accumulation ou une répétition de situations, d'événements dans lesquels tu dois prendre des bonnes décisions, peu importe les cartes que tu as. En fait, imaginons, genre, tu as eu 100K de roll à un moment. Encore une fois, il y a ce truc identitaire de j'ai eu 100K de roll et je suis incapable de redescendre. Oui, ça fait mal de redescendre, mais la seule question qui vaille, c'est maintenant que tu as 50K, quelle est la meilleure décision à prendre ? Est-ce que c'est de continuer d'agir comme tu le faisais avant ou est-ce que machin ? Et en fait, peu importe les situations de la vie, au jour le jour, de manière hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ce que tu veux, c'est toujours une question je reçois 2 cartes, les 2 cartes de la vie, entre guillemets, qui sont mon environnement, et qu'est-ce que je fais avec ces 2 cartes ? Vous voyez ce que je veux dire un Patrick Bruel, ce philosophe. Ouais, non, mais ça c'est un peu l'idée, quoi. Il a tout dit. Non, mais c'est vrai qu'on est confronté à des tonnes de choix là-dessus. Et pour reparler nutrition, mais toi, par exemple, est-ce que toi, tu es totalement carré aussi ? Ou c'est quoi un petit peu tes petits plaisirs, tes petites erreurs, etc. Parce que c'est vrai que généralement, ici par exemple, on est différents, mais on est finalement tous coachs à notre façon, et on le voit, et personne n'est parfait. Et tu vois, il faut aussi accepter nos propres erreurs et pas avoir peur de le dire. Il y a pas de pour moi, la personne qui coach et qui te fait croire qu'elle est parfaite, ça n'existe pas, quoi. Et toi, c'est quoi un peu tes écarts ? J'aime bien, souvent je dis aux gens, à mes patients, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Et c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. C'est que, non, j'essaye quand même d'être carré, je vais à la salle, j'essaye d'avoir une alimentation assez structurée, mais je suis loin d'être parfait. Je pense que j'ai des patients qui sont beaucoup plus exemplaires que moi. Après, tu disais, oui, vous êtes effectivement tous plus ou moins des coachs. En fait, je suis un coach aussi. C'est que auprès de mes patients, vraiment, je les coach, je les vois tous les 15 jours. Donc, c'est le premier rendez-vous de 2 heures et ensuite, c'est une demi-heure tous les 15 jours. Et en fait, une grosse partie de mon travail, c'est l'aspect psycho-comportemental, l'aspect vraiment, c'est du coaching en fait, c'est une forme de coaching. Et j'aime beaucoup dire que le poker m'a énormément aidé à devenir un bon professionnel de santé, un bon diététicien. Et dans ma vie de tous les jours, je suis beaucoup plus carré, notamment sur le sport, sur la nutrition, tout, grâce au poker, grâce à des clés que j'ai eues avec le poker. Donc de base, je suis pas très carré. J'ai perdu du poids il n'y a pas longtemps, tout, mais j'avais quelques kilos en trop il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ah, ça pour l'image de marque. Ouais, non, mais c'était pas violent. Quand tu mettais de l'huile dans ton café, ça le faisait pas. C'est vrai, je comprenais pas pourquoi. Je suis loin d'être exemplaire et je suis OK avec ça, avec le fait justement de ne pas être exemplaire. Et je travaille aussi beaucoup ça avec mes patients. C'est la flexibilité. C'est le fait de. Parce que je vois beaucoup de gens qui, en fait, sont pas bien dans leur peau et dès qu'ils vont faire un écart, un machin, un truc, s'auto-flagellent énormément. Sauf que c'est contre-productif en fait. Ils vont faire beaucoup d'efforts, ils vont avoir une belle perte de poids. Là, il y avait les fêtes typiquement. Après les fêtes, ils se disent j'ai abusé pendant les fêtes, ça y est, j'ai tout gâché. Pas du tout. Et il faut vraiment s'autoriser à pas être parfait. Et c'est justement ça qui permet de bien réussir les choses, tout. Et regarder le chemin qui a été fait avant aussi. C'est exactement ça. C'est te dire, OK, là, tu as fait cet écart, mais regarde tout ce que tu as fait par rapport au début. C'est tout le temps ce que je leur dis, c'est vraiment de regarder dans le rétroviseur, en fait. Des fois, il y a des patients, j'ai des pertes de poids de plus de 30 kilos. Puis, par exemple, il y a quelqu'un qui a 20 kilos, 22 kilos. Il se dit, il bloque un peu. Il se dit, putain, j'arrive pas à aller chercher les 7-8 kilos. Je dis, vous avez perdu 20 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, quoi. Regardez, vous avez fait ça. Vous m'aviez parlé de cette période-là où ça allait pas. Putain, vous vous êtes accroché, machin, tout. Mais les gens ont tendance à l'oublier. Les gens vont focus sur ce qu'ils ont pas réussi et vont oublier tout ce qu'ils ont accompli. Et donc, le fait de regarder dans le rétroviseur, tout, c'est hyper important. Et quoi. Pour les aider à structurer, tu leur dis aussi d'ouvrir un compte poker ou pas ?
Exactement. Non, mais pourtant, les gars, pour le trafic. Je leur apprends énormément à pas être résultat oriented. Ouais, parce que la perte de poids, c'est pas du tout linéaire. Hein. Des fois, tu peux faire 15 jours où tu as mangé super bien. Tu perds pas un gramme. Puis la fois d'après, tu as fait des écarts, tu perds, tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme le poker, c'est sur le long terme. Tu vois, donc, je leur apprends à pas être résultat oriented. Je leur apprends la résilience aussi, tout. Donc, c'est des choses qui sont, je trouve, hyper importantes. Et le poker m'a vraiment aidé à leur apprendre des choses comme ça. Et des fois, quand je leur parle de choses, tout, puis je vois que ça rentre, je me dis, putain, mais merci le poker. En fait, ça m'apporte à moi. Mais il y a beaucoup de gens qui me font des compliments sur sur ma prise en charge. Je me dis, putain, mais je le dois pas à mes études de diététicien. Je le dois à toutes les vertus qu'apporte vraiment le poker dans ma vie, quoi. Donc beau, tu fais bien la promo. Hein. Ah non, mais fort, honnêtement, moi, je le dis, les gens qui sont pas dans le milieu du poker ont du mal à le comprendre. Mais moi, je dis vraiment que le poker, c'est une école de vie. Enfin, je suis pas le seul à le dire. Hein. Tous les joueurs pro ou pas pro, d'ailleurs, le disent. Mais c'est véridique. C'est fou à quel point ça m'a vraiment changé dans ma manière de prendre en charge les gens. Et je me rends compte que j'ai de meilleurs résultats, que les gens sont plus satisfaits depuis que j'applique des principes qui viennent du poker, quoi. Donc c'est vraiment... Tu parlais d'être résultat orienté, c'est vrai que je pense que c'est la meilleure école pour ne pas l'être. Ah ben totalement. Parce que l'humain l'est. Quoi qu'il arrive de base, quoi. C'est incroyable, ça. Et je pense et encore quand t'es joueur de poker, tu l'es encore un peu. Enfin, c'est un combat. Oui, c'est un combat. Tu l'es encore un peu, mais je trouve qu'il y a pas mal d'événements de la vie où c'est vrai que des fois tu vas dire ok. Est-ce que déjà je fais un impact sur le truc et pas... Enfin, il y a quand même des petites réflexions que tu as qui sont plus ou moins poussées en fonction des personnes. Et je dirais que la deuxième catégorie de personnes qui ont un peu ça va être les entrepreneurs. Parce qu'ils ont l'habitude d'échouer, en fait. Tu te plantes forcément, donc tu n'as pas le choix de l'être. Quoi. Ça, pareil, je travaille énormément avec mes patients sur le fait que l'échec, c'est bien. C'est bien parce que souvent, voilà, ils vont prendre un peu de poids, machin, tout, et c'est la fin du monde. Ils se disent non, mais c'est super parce que du coup, vous voyez que quand vous faites ça vous réussit pas trop. Bah hop, vous en tirez des leçons. Vous savez que du coup, ça, il va falloir plutôt éviter. Mais ça, par contre, vous voyez que vous l'avez bien fait. Donc, et je transforme vraiment ça en l'échec. Non seulement c'est positif, mais c'est même nécessaire. Si on veut vraiment aller loin, c'est obligatoire. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai appris grâce à Kill Tilt. Les gens... Ah putain, je sentais. Il a placé. Je sentais qu'il allait placer, bordel. Il fallait. Oh là là. Sérieusement. Moi, j'ai bien appris tout ça grâce à Spinelli. Putain, moi, c'est Club Poker Radio. Et c'est grâce à Club Poker Radio qu'on vous retransmet tout ça, finalement. Putain, moi, j'ai rien à vendre. Si tu vends ton podcast, venez, abonnez-vous sur la chaîne. Là, les 10 000 abonnés, c'est pas normal qu'on n'ait pas 10 000 abonnés là, sur le CP. Là-haut. Abonnez-vous. Bordel de merde. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut leur demander. On va arriver tranquillement à la fin de cette émission parce que tout le monde a des trains à prendre. Si on devait, moi, les trucs que j'ai retenus, les petits tips que j'ai retenus, j'ai noté 2-3 trucs. J'ai noté le whoop. Ouais. Le whoop, j'avais jamais entendu parler et je trouve ça vraiment cool. Les oméga 3. Pourtant les oméga 3. Ouais. Non, mais des petits trucs faciles à mettre en place, une petite supplémentation en oméga 3. Sur NutriPure, je vous envoie mon lien. Le code comment il s'appelle Alex Scam. sur moi c'est Alex Pure. Thibaut InShape. Alors non mais en gros la petite supplémentation, on a parlé de L-théanine. On a parlé de l'organisation pendant des Winamax séries et tout. Le c'est fait ça. C'est pas de chronophage c'est ça, de se faire à manger, de pas manger trop lourd et de faire attention au type d'aliments qu'on prend. Tiens, si on a des petites questions, le moment pour placer vos réseaux, parce qu'il y a des gens qui auront peut-être des petites questions à vous poser. Je vais laisser Alex parler parce que du coup, moi, j'ai pas de réseau. Il a pas de réseau. On en parlait avant, mais j'ai. Non, mais on peut te contacter par exemple par mail. Alors, on peut me contacter par mail, ouais. valentin.burduche54@gmail.com. Sinon, j'ai mon adresse pro, valentin.rnpc@gmail.com. RNPC, c'est pour rééducation nutritionnelle et psycho-comportementale. T'as aussi valentin.nutritionniste.fr. Et un truc avec Yahoo aussi. C'est ça. Non, mais sinon, c'est vrai que j'ai pas trop de réseau. Après, je suis tout à fait OK à donner mon mail, mon numéro de téléphone s'il y a des gens qui sont intéressés. J'ai Discord. Voilà, il y a vraiment. Bon, en tout cas, mais déjà, il y a ton mail, donc les gens qui nous écoutent peuvent valentin.rnpc@gmail.com, ce sera plus simple. Et toi, Alex, sur Instagram? Alex Crush avec un K, Crush Mindset sur Instagram, où je vais faire des belles choses cette année normalement, je l'espère, c'est un bel objectif en tout cas. Et sur YouTube, là pour l'instant, il n'y a plus que mes interviews avec tous les mecs que j'ai eu en interview, mais je vais
Je suis déter à produire du bon contenu sur YouTube aussi. En tout cas, présent sur les réseaux sociaux Insta, YouTube, tous les jours. N'hésitez pas. Ouais, Insta, ouais, je publie plein de stories tous les jours et tout. Ouais. Avant qu'on se quitte, parce qu'on parle de prépa mentale, t'es venu avec des petits bouquins. C'est quoi tes petites recos livres du moment? Et le petit cadeau là. Eh ben, je vous ai offert un bouquin à chacun, qui sont 4 bouquins que j'ai lus et que j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, je vais Moi, faire le ça, mien est c'était déjà dans cool. mon sac et je l'ai rangé. Et bah, du coup, je pense qu'on peut recommander les 4. Ils sont très très bien et c'est bien. Donc, il y a Viktor Frankl. Il a 2 bouquins dont découvrir un sens à sa vie qui, bon, ça fait très cliché du dev perso, mais le bouquin est absolument insane. J'avais conseillé j'ai filé Herman S, donc qui est un auteur que j'adore, qui est du roman, mais pour moi, la majorité des romans, je l'avais déjà dit l'année dernière, sont bien plus impactants que n'importe quel bouquin de dev perso. Lisez des romans, s'il vous plaît. Siddhartha. Ouais. Donc là. Après, Marc Aurèle, j'ai offert Marc pour Aurèle, moi-même pensez pour à moi-même. Laurent, Marc Aurèle. Et toi, je t'ai filé Moi, c'était. Khalil Gibran. J'ai plus le titre, mais. Moi non plus. J'ai plus le titre. j'ai oublié. C'était. En tant que tu le trouves, Marc Aurèle, très très bon dans Gladiator. Marc Aurèle. Non, c'est Marco Rel. Marco. Marc Marco. Oreille. Marc Oreille. Marco. Marc Aurèle, c'est vrai qu'il est dans Gladiator. Ouais. Le 1, Le prophète, Le Khalil. 2, n'allez pas le voir. Le prophète. Ouais, c'est exactement. Ouais. Ouais. Et oui, Marc Aurèle. c'est Le prophète, c'est le film qui a été fait aussi. Non, du Rien à coup. voir. Non, pas du De tout. D'ailleurs, il y a une Pierre, série aussi. incroyable. Il y a une série, Le Prophète. Je sais pas si c'est un Non. rapport. C'est le même truc que le film. Non, bah non, ça serait. Enfin, c'est dans l'idée. Ouais, ok, non, pas du tout. Et toi, je sais pas s'il y a un petit Bah, bouquin oui, sur je la suis- nutrition. En ce moment, je lis La nutrition du sportif, mais c'est assez indigeste, donc je vais surtout pas le conseiller. Mais le bouquin que j'ai lu là dernièrement, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Mhm. Et je trouve que ça se lit assez facilement. C'est assez philosophique, mais il donne plein d'exemples de en quoi justement le fait d'échouer, c'est Vraiment un livre de loser. C'est positif. Ah, carrément. Carrément. Je peux en J'adore. conseiller un. Excuse. Ouais, vas-y. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah ouais, c'est Je Charles. l'adore. Non, comment il s'appelle Ah, c'est des japonais. Ah ouais. Ouais. Ok. Et c'est sur la psychologie de Adler. Enfin, c'est juste incroyable. Franchement, c'est le bouquin. Je pense que tous les joueurs de poker doivent lire. Il m'est revenu en tête. Avoir le courage de ne pas être aimé. Incroyable. Ok. Ouais. Bon bah écoute, il y en a pas mal. Ouais, donc toi tu disais. Ouais, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, c'est le dernier que j'ai lu, mais Charles Pépin, c'est un rapport avec ton métier. Non, qui a un rapport ouais, avec, je parce que les choisis Pépins mes sont auteurs plein de- uniquement. Ouais, Avec je sur choisis leur mes nom. auteurs. C'est pour ça que Jean-Michel je suis très Abricot, limité. il Ouais, a c'est ça. écrit un bouquin génial. C'est Il ça. s'appelle Pépin, il fait un livre sur les échecs. C'est- Ouais. logique. Mais là, il y en a un autre que je vais commencer de lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais je viens de le commander. êtes nuls. J'ai Pépin plus- le bref. Non, mais c'est un peu dans le même style, mais franchement, j'aime bien. Ça me Ok. donne vraiment une bonne vision des choses parce que de base, j'avais tendance à être plutôt défaitiste. Et là, en fait, c'est l'inverse. À chaque fois que je me plante, je me dis, bah, c'est plutôt bien, quoi. Comme ça, on en tire des leçons, tout. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai pas une grande culture littéraire, malheureusement. Eh ben écoute, non mais très bien. En tout cas, merci pour les recos et merci beaucoup d'être venu, de nous avoir merci un à petit vous. peu. Hein. C'était vraiment Ça génial. booste encore la motivation pour ce début d'année. J'espère que vous nous. Il n'y a pas de partie technique. Et là, j'ai travaillé mon jeu. À depuis le mort, début mais moi aussi, j'ai Ouais, essayé mais beaucoup de t'as semaines. bossé Une ta fois que partie j'étais bon, là. technique, mais regarde, Non, il est non, non, 18h25, non, t'as un c'est train. T'as un train. En plus, C'est vrai. elle était prête. Elle était prête. Je peux vous Mon dire Dieu. juste que la main, on n'aurait rien compris puisque Ah. c'était un heads up entre Linus. Ah bah, ouais. et Asian Flush. Ah là Et là je la là garde en là, stock. là, t'es vraiment un Elle est bâtard. cool, elle est cool. Ah bah je peux te dire que je vais aller regarder tous les showdowns d'Asian Flush et de Linus et je saurai. Oh Je bah, suis sûr que même en regardant le showdown, t'auras oublié, tu trouveras Ouais, pas. bah ça c'est. Tu me connais. Je te connais par cœur. Tu me connais par cœur. Merci beaucoup à tous les deux. merci à vous. Merci à toute l'équipe de la technique L'équipe d'avoir. féminine, Bah, ça fait comme- plaisir. Bah oui, c'est les meilleurs. Bravo les filles. Non, je déconne. Vous êtes aussi bonnes. Voilà. Putain, le mec qui. Tu t'enfonces. Et sort les rames. Ouais, bon, C'est les merci, meilleurs, Clara et c'est Héloïse tout. à la technique, je vous adore. Clara. Et puis on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine en direct de Toulouse, Ah oui. d'un petit village, de la Grindhouse. un petit village à côté de Toulouse. Je veux dire, ils ont intérêt à avoir pris une bouteille de champagne avant qu'on arrive. Et en plus, putain, on va prendre. Pour l'instant, il y a l'avion une deux fois deuxième dans la place. journée. Alcool le moins calorique. Il y a une Champagne, deuxième place. alcool le moins C'est vrai calorique. Ouais. Tellement La balade. vodka, la vodka aussi. Bah, ça dépend de la quantité, quoi. Allez, on était bien hein, pendant toute l'émission à la Ah, fin. le mieux, c'est Non, le rhum. le Sky avec du Coca, franchement. Ouais, c'est... le mélange des deux, c'est Non, parfait. pas du hein, tout. c'est parfait. Attention, Attention. attention Avec à l'abus modération. d'alcool, vraiment. Tout à fait. N'en buvez pas. Voilà. Pas pendant les sessions. Allez, à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao.